Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve à quelques encablures des playoffs. Je pense qu'il doit nous rester 10 jours, 15 jours avant le play-in. Et on s'est dit que ça pouvait être le moment pour commencer à faire un peu à la fois le bilan de la saison, mais surtout la projection sur les playoffs. Alors on démarre avec ce premier épisode sur le Power Ranking de la conférence Est. On va s'adonner à ce petit jeu, bon, qui n'est pas toujours le jeu le plus évident à faire, mais qui permet au moins de poser un petit peu quelques pièces dans le débat et de classer les équipes. Et pour parler de tout ça, on est avec Paul et Matt. Messieurs, comment ça va? Bah, ça va, écoute, hein, ça va très bien. Ouais, pas évident à faire, hein, comme, c'est fun et pas évident à la fois, surtout dans la conférence Est, je trouve. T'as changé combien de fois ton classement? Putain, moi je l'ai changé un nombre de fois, t'as pas idée, hein. Ouais, il y a des équipes, je les ai posées direct, on en parlera, mais c'est vrai que c'est plus après et en fait, il y en a pas beaucoup que tu poses direct et je trouve que tu en poses 2 et après tu te poses des questions déjà. Putain, Donc moi j'ai eu ouais. l'impression de vouloir tout le temps rechanger mon classement. Tu sais, dès que je regardais les points faibles des équipes, je me disais: «Ah putain, mais merde, en fait, avec ce point faible, j'ai envie de la rebouger, de la redescendre, puis de la remonter». Parce qu'en fait, je trouve que vite, tu commences à rentrer dans un espèce de débat de match-up quand tu C'est compares les ça. équipes entre elles, alors qu'un power ranking, ça se défait un peu de la match-up, quoi, Bah, pour c'est le un coup. peu ça, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes, tu peux dire: «Bah, ouais, eux, ils risquent de sortir au premier tour», mais c'est parce qu'en fait, peut-être dès le premier tour, ils vont rencontrer un match-up, ultra défavorable pour eux, quoi. Et toi, mon cher Paul, est-ce que tu es content là de faire, c'est tes formats ça, les formats classement, ranking, c'est les trucs que tu aimes bien? Tu es dans ton élément là? Ouais, c'est vrai que j'aime bien classer, les équipes ou les joueurs. Mais, et tu vois, je trouve qu'à l'Ouest, c'est plus dur parce qu'il y a des équipes fortes qui ont pas trop d'expérience, il y a des équipes, il y a pas mal d'équipes qui ont changé. À l'Est, je trouvais que c'était un peu plus facile, même si à la fin, c'est toujours dur parce qu'il y a beaucoup d'équipes où il y a des mecs solides, mais il y a pas de superstars, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est un peu vrai. D'ailleurs, c'est un point important, je trouve, le fait qu'une équipe ait ou non une superstar, enfin, j'en parlerai quand je parlerai des Knicks notamment, mais je trouve que ça peut avoir un impact important quand bien même tu regardes l'ensemble de la saison des équipes, la présence ou non d'une superstar. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour vous présenter tout ça, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait faire une première partie qui va être, assez courte, hein, une petite quinzaine de minutes sur laquelle on va revenir sur notre classement qui ne concerne pas, 4 équipes et ensuite on va revenir sur le top 4 de la conférence, Est, à savoir, Détroit, les Cavs, les Knicks et Boston. Et c'est surtout sur ces 4 équipes qu'on va aller dans le détail et qu'on va pouvoir détailler un petit peu tout ça en regardant à chaque fois quels sont les points forts, quels sont à l'inverse les points faibles et pourquoi on les a rankés comme ça. Comme on a comme on fait des progrès immémoriaux à la production, on a, on a pour cette semaine, et ceux qui sont sur YouTube, un visuel, figurez-vous. Alors on verra si on le maintient dans le temps, mais qui vous permettra aussi de voir un petit peu de quoi on parle. Et donc, on vous présente le début de notre Power Ranking et ce qu'on voit globalement. Alors, comment on peut faire? Peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va focus un peu sur 3-4 équipes dont on a peu parlé dans la saison. Ce que vous voyez globalement, c'est qu'on est plutôt en désaccord parce qu'en fait, finalement, il y en a pas un d'entre nous qui a le même classement. On voit qu'Orlando est très bas chez Paul, elle est quand même 7e chez Matt. On voit que Toronto, chez moi, est 6e, j'ai peut-être un peu abusé d'ailleurs, et 10e, 10e chez Matt. On voit que les Hornets sont hauts chez tout le monde. On pourra pas parler de tout Ouais, le monde. Du coup, on s'est dit que la première équipe dont on allait parler, c'était les Sixers. On se fait ça? allez. Allez. Matt, pourquoi tu as les Sixers dans le top 4 et puis on expliquera après avec Paul pourquoi nous on l'a pas dans le top 4. Vu que c'est la seule équipe dont on parlera pas dans le détail qui est dans le top 4 d'un de nous trois. Ouais, je sais même pas si j'y crois moi-même des fois, je le dis souvent dans la conversation, mais non, mais le truc, c'est qu'on l'a dit, un peu en off, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes fortes, enfin, des équipes qui ont de la profondeur, mais il y a un manque quand même de superstars dans la plupart des équipes de l'Est et Philippe, s'il y a bien un truc qu'ils ont, c'est ça. Ils ont des stars, ils ont même un joueur qui est potentiellement
qui joue à un niveau top 20 quand il joue, s'il joue. En tout cas, dernièrement, quand il joue, je pense qu'il a de nouveau ce niveau-là. Le problème, c'est Pense à toujours le qui? même. Joel Embiid. Pense à Embiid. Ok. Ouais. Le problème, c'est que, bon, je vais pas revenir dessus, j'ai l'impression de me répéter à chaque podcast, vu qu'en plus j'ai mon podcast 76 où on doit le dire à chaque podcast. Toujours le gros problème, c'est les blessures. Évidemment, je pense que c'est une surprise pour personne. Ce qui est cool, c'est que peut-être où je suis un poil plus optimiste que d'habitude, c'est que déjà là, tout le monde est revenu en santé. On est vers la fin de saison. Embiid, le problème qu'il a eu là dernièrement, le fait qu'il était absent, c'était pas un problème de genou, un problème, tu vois, d'articulation, enfin vraiment un problème grave ou tu vois qui pourrait gêner sa mobilité. C'est lui une blessure aux obliques et je pense qu'en plus ils l'ont ménagé. Je pense que ils l'ont juste ménagé à mon avis pour pas le faire revenir trop tôt et je me demande s'ils ont pas un peu forcé. Enfin en tout cas, tu vois qu'ils l'ont laissé au repos plus longtemps que prévu vu que de toute façon à l'Est, t'étais quasiment assuré de jouer au minimum le play-in et là, les Sixers peuvent même remonter au-delà du play-in. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas forcé. Mais voilà, je pense que t'as une profondeur qui est pas si mal quand tout le monde est là. Tu vois, il y a Quentin Grimes qui sort du banc, bon, il y a VJ qui produit déjà beaucoup, tu vois, en 30 minutes par match, connecteur, qui défend, etc., qui est excellent à 3 points. Moi, j'ai toujours des doutes concernant sa création, mais c'est pas forcément ce que tu attends de lui. Mais en tout cas, tout le truc de role player un peu élite, il l'a déjà, je trouve. Et c'est typiquement un joueur qui va être ultra précieux pour les playoffs. Donc, si tout le monde est en santé et que je trouve que tu as une profondeur qui est pas si mal, c'est pour ça que moi je me dis pourquoi il serait pas top 4, tu vois. Alors, il va y avoir des match-ups défavorables évidemment, mais je pense que tu vois par rapport à Charlotte, des équipes comme ça, Miami, Atlanta, ils ont pas de joueurs implacables comme peuvent avoir les Sixers. Donc c'est un peu ce qui me fait les mettre top 4 avec évidemment tous les doutes que j'ai les concernant. Sur le talent, c'est sûr qu'ils sont assez hauts. Toi, Paul, tu les as pas même pas dans ton top 5, mais moi non plus, hein. Qu'est-ce qui te fait douter, toi, sur les Sixers? Moi, le seul truc qui me rassure, enfin, c'est pas vraiment que ça me rassure, mais le seul truc pour lequel je pourrais y croire, c'est le shot making, en fait. Parce que comme l'a dit Matt, il y a de la superstar ou de la grosse star. Et il y a des matchs où cette saison, on a vu quand même qu'au complet, ils avaient fait des beaux matchs contre des top teams. Je crois qu'ils avaient fait un gros match contre les Knicks parce que justement, il y avait du shot making. Mais en fait, même un premier tour de playoff, en fait, c'est au meilleur des 7 matchs, tu vois. Genre, si tu reposes tout sur ton shot making, ça va être compliqué. Je suis pas fan du coaching. Je trouve que leur attaque, c'est quand même beaucoup d'ISO. Alors, ok, avec Maxi Embiid, il y a du jeu à 2, mais c'est quand même très téléphoné. Et ils ont pas construit de continuité avec cet effectif cette saison. Donc, ouais, je suis pas fan non plus de la profondeur, tu vois. Drummond, Bona sur le poste de pivot en playoff. Donc, ouais, je suis pas convaincu pour les mettre top 5, quoi. Ouais, moi aussi, je les avais pour le coup assez loin, je les ai en 8. Moi, alors, ils ont fait une belle victoire, hein, d'ailleurs, contre Charlotte ce week-end, où ils ont bien résisté à un gros run des Hornets dans le troisième quart-temps. Et je trouve que ce match-là, mais un peu comme le match contre Miami qu'ils ont perdu pour le coup, te montre un peu tout ce qu'il y a de bien et de moins bien chez les Sixers, quoi. C'est-à-dire, il y a des passages qui sont assez intéressants. À l'inverse, il y a des moments où tu sens le manque de repères. Et moi, je trouve que dans cette équipe, pour l'instant, elle est vraiment marquée par son manque de continuité dans le jeu. Les absences ont certainement pesé là-dessus. Et Embiid est vraiment toujours bien en attaque, mais alors, je sais pas toi, Matt, mais moi j'ai un vrai problème avec Embiid en défense. Je trouve que c'est vraiment Oui, oui. très compliqué. Je trouve que Paul George est bien revenu là, pour le coup, Ouais. il est vraiment bon. Mais j'ai peur que c'est une des équipes qui a le moins de repères, hein, quand même, dans la conférence Est. Et c'est pour ça que pour moi, pour le coup, moi je les avais plus bas. Peut-être pour conclure, Matt, juste sur la défense d'Embiid, tu disais ouais, enfin, moi je sais même pas aujourd'hui s'il est pas devenu à un niveau vraiment extrêmement bas, quoi, tu vois? Enfin, c'est un peu Non, c'est une vraie il est devenu une carence, quoi, tu vois? c'est un problème. Non, je suis d'accord, sur Twitter, je le dis assez régulièrement, il se fait même très souvent cibler, hein, sur pick and roll. Tu vois, Miami, ils l'ont pas mal ciblé, hein, pendant le match. En fait, le truc par contre qui est intéressant, c'est que Nick Nurse fait un peu les mêmes schémas qu'avec Wembanyama. Tu sais, ils essaient de le garder le plus bas possible à chaque fois. Mmh. Donc ils font des rotations off-ball. Alors c'est pas du tout pour la même utilité. Wemby c'est plus pour protéger le panier. Embiid c'est vraiment pour pas l'inclure dans les actions. Donc ça c'est plutôt bien fait. Je trouve que quand Paul George est là, il stabilise vraiment la défense.
enfin, quand Paul George est pas là, je trouve que tu vois un vrai gap, en fait, entre la défense des Sixers quand il est là et quand il est pas là. Parce qu'il apporte, en fait, plein de trucs. Quand tout le monde est là, je trouve que c'est quand même intéressant parce que tu as des mecs comme VJ, tu as des mecs comme Grimes, Mmh. tu vois? Tu as quand même Du talent, tu ouais. quand même ces profils-là qui peuvent t'apporter une bonne défense. Je rejoins un peu ce que dit Paul, c'est vrai que de toute façon, ça a toujours été un problème, le backup pivot, même si théoriquement, en play-off, il va jouer que 10 minutes par match, mais c'est sûr que moi, j'aime bien Adem Bona, mais il a pas mal de défauts, c'est encore un jeune joueur. André Drummond, j'en parle même pas, pour moi, il devrait même pas jouer en NBA. Moi, l'autre problème que j'ai, c'est aussi les minutes de Kelly Oubre. Moi, je trouve que c'est catastrophique de faire jouer Ouais. un joueur pareil, 30 minutes par match. Enfin, moi, je comprends pas. C'est un joueur qui est pas bon en défense et puis le decision making quand il est là en attaque, en fait, il te neutralise ton spacing et il va pas t'apporter de connecting. Enfin, vraiment, je comprends pas qu'un tel joueur ait autant de temps de jeu et c'est un peu des fois les statuts que donne Nick Nurse à certains joueurs où ça peut se tirer une balle dans le pied, je pense aussi. En tout cas, on comprend que tu les as, assez hauts pour, tout à la fois, le talent, qu'il y a, dans cette équipe qui est quand même assez élevé et puis pour la complémentarité théorique des profils où finalement il y a une forme d'équilibre qui se trouve, quand ils sont, au complet. Peut-être deuxième équipe, dont on peut parler, rapidement, c'est, Atlanta. Atlanta qui est, assez haut, chez moi. Je les ai 7 et sincèrement, je pense que même si je le refaisais, je les mettrais devant Toronto, si je dois être honnête. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Atlanta depuis le départ de Trae Young. J'étais plutôt enthousiasmé par le fait que Trae Young parte. Je trouve qu'ils ont, 3 choses moi que j'aime bien dans leur équipe. La première, c'est qu'ils ont quand même un très bon spacing, enfin ils ont un très bon spacing. Ils ont un pivot qui shoot vraiment bien avec Okongo et je trouve que ça a quand même de l'impact pour une équipe de ce type-là et c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur dans une, série de playoffs. Le deuxième élément que je trouve cool, pour le coup chez eux, c'est qu'ils ont quand même, une série d'ailiers, assez importants, que ça soit, Kuminga, Daniels, même Rizacher en fait en soi, qui, dans un cadre de play-off, on sait à quel point les ailiers qui peuvent switcher peuvent te permettre d'atteindre un plancher défensif qui est quand même, assez intéressant et ça pour le coup, ben, moi je dois reconnaître que ça me parle pas mal et que je suis assez enthousiasmé à ce niveau-là. Et puis, le troisième élément, moi je alors Matt, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve alors toi tu les as mis assez bas, hein, pour le coup 9e, mais on donne finalement trop peu de valeur à Jalen Johnson qui, moi je trouve, arrive à produire quand même pas mal de choses, dans cette équipe et a un vrai impact, quoi. Ouais, ben, non, mais l'équipe est intéressante, en termes de profondeur, en termes de défense. C'était déjà un peu le cas même, bon, quand il y avait Trae Young mais qui jouait pas, on voyait déjà le potentiel défensif. L'attaque autour de Johnson est intéressant parce que j'ai l'impression aussi que ça a débloqué le coaching de Snyder, tu vois? Ouais, je suis Où d'accord, ouais. il Mmh. était un poil décevant limite avec Trae Young, mais peut-être que, tu vois, Trae Young où c'est beaucoup, il faut centrer ton attaque sur du pick and roll et j'ai l'impression peut-être que, je sais pas, ça le limitait, mais moi Snyder, c'est un coach que j'adore à la base. C'est vrai que j'étais un peu sur ma faim, un peu sur sa manière de coacher, les systèmes utilisés, enfin, comment il construit un peu l'attaque, même si aussi il était pas non plus aidé par le matos, hein. Je pense qu'il y a jamais eu un spacing, optimal dans cette équipe quand il y avait Trae Young. Mais je trouve que depuis qu'il y a plus Trae Young, je sais pas, il fait des pick and roll inversés, enfin, il y a plein de trucs intéressants en termes d'écran glissé, tu vois? Des trucs un peu plus Mmh. modernes. Je pense que le fait que un grand porte la balle comme Johnson aussi, ça te débloque aussi pas mal de choses. Après pourquoi je les ai aussi bas, bon, après en vrai, tu vois, je les ai mis 9e, j'aurais pu les mettre 8e, voire même 7e, enfin, il y a un C'est peu un serré, hein, de toute tiers, tu façon vois, là dans sur ce deuxième ouais, pool là, c'est quand voilà. même assez serré, hein. Mais Ouais. le truc, c'est que ça va être le défaut un peu de ces équipes-là, pour moi, c'est ils ont pas de mecs, enfin, si une équipe se met à tout switcher, que tu rencontres une bonne défense, bah, ça va être qui là ton score implacable là-dedans? J'aime beaucoup ce que fait Johnson, hein, mais on Moi n'est j'aime pas bien ce que encore fait sur McCollum, un sur un top scoreur, quoi, donc ça va être un peu, je pense, le problème de cette équipe, même si je pense par contre la défense, tu vois? Rien que juste la défense, ouais, ça peut limite être une défense de «contender» entre guillemets, tu vois? bah, Mais ils l'attaque, ont le c'est beaucoup. combo, je trouve, beaucoup de qualité athlétique et une bonne défense. Moi, j'aime bien ce que fait CJ McCollum depuis qu'il est arrivé, certes sur une équipe qui switch tout, ce sera difficile, mais ça reste comme un bon genre de pick and roll et je trouve ça pour de l'alternance. Bon voilà, c'est pour ça que moi je les avais mis un petit peu haut. Paul, toi tu avais, pour dire 2 mots sur cette équipe, toi tu avais Miami un peu plus haut que tout le monde avec ton ami, Erik Spoelstra, pour le coup.
tu es toujours assez confiant pour le coup dans la fiabilité de Miami, en tout cas suffisamment pour les mettre devant Atlanta et Orlando, quoi. Ouais, parce que même si, je suis pas fan de Spoelstra comme on a eu un débat houleux aujourd'hui sur Spoelstra, mais c'est quand même une équipe qui a des certitudes. Bon, ils se sont fait manger par les Cavs l'année dernière, mais je pense que ça veut rien dire, ils ont quand même repris confiance. Je pense que l'ajout de Norman Powell en play-off à côté d'Hero et Adebayo, ça va être sympa. Voilà, Spoelstra en play-off, c'est quand même un mec, quand il a, du talent, il fait les bons ajustements et tout. Mais j'aime pas leur attaque là, la circle offense où tout le monde, tout le monde attaque off the catch en fait sans vraiment d'écran. Je trouve ça c'est un peu un gâchis aussi de Tyler Herro qu'on avait vu très fort sur du pick and roll Ouais, l'année je suis un peu dernière. d'accord, ouais. Et, Mmh. et même si Bam, finalement, bon, Bam, je trouve qu'en attaque, c'est quand même de plus en plus compliqué, même s'il a fait son match incroyable. Mais il est quand même très impactant. Donc, c'est une équipe, tu vois, très physique, très athlétique quand même, donc ça défend bien. Mais ouais, il n'y a pas de go-to guy et je suis pas fan de leur identité, quoi. Ouais, je peux comprendre. En plus, c'est typiquement le genre d'équipe qui, est un peu à un niveau de rupture. Je pense que la série contre les Cavs l'avait bien montré. C'est-à-dire que s'ils sont au même niveau que leur match-up, ils peuvent être vraiment, vraiment très embêtants. À l'inverse, il y a un écart de niveau. Comme le talent en soi est vraiment faible, bah, ça peut un peu exploser. Peut-être juste avant qu'on démarre notre top 4, dernière équipe où on a une grosse différence, c'est Toronto. Messieurs, j'ai craqué complet sur Toronto en les mettant 6e ou pas? Je crois que vous Ah aimez ouais. pas du tout cette Ah équipe ouais, tous les ouais, 2. ouais. Ah, moi, j'y crois pas du tout, hein, mais Pourquoi tu crois pas? parce que déjà, quand ton go-to guy est Ingram, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe qui peut louper les playoffs aussi. Après, c'est vrai que il- en fait, tu vois, même un mec comme RJ Barrett, il est intéressant parce qu'il drive beaucoup, il est physique, donc ils ont des joueurs comme ça. Barnes, c'est quand même un vrai athlète. Sur le banc, tu vois, Jacoby Walter, Grady Dick, ils ont de la taille et tout, mais je sais pas, moi, le coaching, je suis pas fan. Je trouve qu'ils ont fait un gros premier mois de régulière. Depuis, il y a plus grand chose. Ils sont catastrophiques, je crois, dans le clutch et contre le top 10 des meilleures équipes. Donc, c'est pour ça que j'y crois pas, parce qu'à chaque gros match, j'ai l'impression qu'ils se prennent des plus 20, des grosses valises. Il y a pas de voilà, il y a pas de franchise player et même le spacing est pas ouf, il y a pas de rim protecteur. Il manque trop de choses, en fait, à Toronto. Matt, toi, t'es d'accord, tu crois pas, cette équipe? Ouais, moi le coach je l'aime bien, mais je pense qu'il a un matos qui est pas bon du tout. Je trouvais qu'il faisait des choses intéressantes, mais le problème c'est que t'es trop limité, t'as pas de créateur si fort que ça, même si Ingram peut être intéressant des fois sur le passing, mais c'est pas un joueur qui va t'apporter un énorme plancher et bah du coup un plafond non plus qui est pas ouf. Leur profondeur est pas si mal, mais le problème c'est que t'as beaucoup de profils défensifs en fait. Donc, ce qui fait que ton spacing, j'ai l'impression que Toronto, c'est ça depuis quand même, depuis un sacré bout de temps, hein, où le spacing, c'est pas très bon. Il y a trop de non-shooters, en fait, dans cette équipe. Et puis bon, on le sait, hein, maintenant en NBA, quand tu as trop de non-shooters comme ça, tu es puni directement, quoi. L'équipe moi, je les ai mis haut, c'est une équipe qui est un peu suréquipée, moi, je trouve athlétiquement et défensivement. C'est la 6e, meilleure défense, de la NBA. Je suis d'accord qu'offensivement, quand ton shot making et ton playmaking dépendent de Brandon Ingram et d'Emmanuel Quickley, un peu compliqué de se projeter, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont un matos athlétique et défensif qui est exceptionnel. Peut-être que si je refaisais mon classement, je les mettrais peut-être derrière Atlanta, mais je suis pas sûr que je les mettrais derrière les Sixers, Orlando et Miami pour le coup. Je les aurais peut-être eu 7, mais pas plus bas, pour ma part. Juste pour conclure un peu sur ces différentes équipes, on a mis, les Hornets très haut alors qu'ils sont quand même 10e, hein, pour l'instant de la conférence Est. Leurs 2 défaites là, successives contre, les Sixers et la deuxième, elle était contre, si vous arrivez à m'aider, j'ai un petit doute, c'était Heu, contre, les Celtics. non. Oui, les Celtics, Heu, j'allais dire New leur a York, mais fait non, ils ont gagné. Ouais, et leur a fait quand même assez mal dans leur remontée, pour arriver notamment dans un éventuel top 6. Toronto est 5e, pour le coup et bon, ils ont 2 victoires d'avance sur le play-in, qui est tenu par les Sixers donc voilà, c'est l'avantage d'un power ranking. Ça permet aussi de se détacher un petit peu du classement puisqu'on regarde les dynamiques, on va dire, des 10 derniers jours, en tout cas les dynamiques qu'on sent.
Messieurs, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on va désormais parler des 4 équipes pardon, qui nous intéressent. Et on va commencer par Détroit. Les Pistons qui sont premiers de la conférence Est, j'ai mes petites notes, qui sont troisième au général d'ailleurs, hein, qui ont emmené hier soir le Thunder assez loin malgré les absences de Duren et de Cade. Le Thunder à domicile a eu beaucoup de mal à s'en défaire. C'est la 11e attaque de la ligue, la 2e défense, et c'est l'équipe qui a le meilleur bilan de la ligue contre le top 10, pour information. Ils sont à 15 victoires, 7 défaites contre le top 10. Qui veut nous présenter un peu Détroit et nous expliquer un peu les points forts et les points faibles qu'il voit sur cette équipe? Est-ce que Paul, ça te dit de démarrer, nous présenter un petit peu ce que tu vois sur les Pistons? Ouais, allez. Allez, c'est parti. Les Pistons, bon là, on peut pas omettre le fait que Cade s'est fait un truc au poumon. Bon, je connais pas le terme exact, mais je sais pas si c'est si grave que ça, parce que j'ai vu qu'il allait revenir avant la régulière. Et le poumon, ça reste quand même un organe important, mais tu vois, c'est pas un truc au genou ou à la cuisse et tout. Donc, je me dis que c'est pas si grave et que j'ai vu des exemples de mecs qui étaient revenus, genre McCollum et tout. Donc, bref, je pars du principe que Cade sera là. Peut-être pas à 100%, mais il sera pas non plus à 20%, quoi. Donc, les Pistons, leur grosse force, c'est la défense, quoi. C'est qu'ils ont une défense ultra athlétique. Je crois qu'ils sont même top 10 ou top 12 depuis sur les 30 dernières années en defensive rating par rapport à la moyenne. J'avais checké il y a une semaine. Ils ont un matos athlétique qui est assez dingue. Je trouve que Hauser Thompson, c'est un grand malade. Pour moi, c'est le meilleur ailier défensif de la saison. D'un mec comme Stewart en sortie de banc, c'est vraiment parfait parce qu'en fait, c'est un top rim protecteur. On voit même sur des séquences Paul Reed qui est incroyable sur le peu qu'il apporte. Donc, ils ont un gros matos. Cade défend. Depuis 1 an et demi, 2 ans, il défend. Les Caris Levert, les Javonte Green, ça défend aussi. Donc, défensivement, il n'y a pas grand chose à redire. Il n'y a pas vraiment de mismatch. Alors, peut-être que tu protèges pas si bien le cercle quand il y a Duren sur le terrain. Parce que c'est pas un top rim protecteur, je trouve. Mais ils sont quand même ultra blindés. Il n'y a pas vraiment de mismatch. Voilà, le problème avec les Pistons, c'est l'attaque. Alors, ok, sur la saison, ils doivent être top 10 defensive rating ou pas loin, mais il y a un 11e à spacing. l'offensive rating sur la saison. 9e, ouais. 11e. 11e. Donc, il y a un spacing qui est affreux. Ils sont bottom 5 en fréquence de 3 points et en shoot à 3 points. En fait, il n'y a que Duncan Robinson qui t'apporte un spacing safe. Bon, ils ont pris Huerter. Moi, c'est un role player que j'aime bien. Même si cette année, je crois, il met moins de dents à 3 points, mais quand même, c'est un shooter solide. Mais derrière, en fait, il y a que trop peu de garanties sur ce shot making et c'est quand même important. Maintenant, bon, ils agressent beaucoup le rebond offensif, donc ils arrivent. Et vu qu'ils sont très athlétiques, c'est encore une équipe qui a la preuve que le spacing, il est pas qu'horizontal, il est aussi vertical. Parce qu'ils ont des vrais athlètes, donc ils arrivent à en faire quelque chose. Sur transition, ils doivent être solides. J'ai pas les chiffres, mais voilà. Mais, mais voilà, il y a aussi le fait que ta première option, elle est pas injouable au scoring. On a vu des matchs où Cade, il forçait au scoring et en fait, il passe vraiment à côté du match. Même si, oui, il crée des décalages, il a un super passing, il a encore progressé au playmaking cette saison. Alors, pour moi, il n'y a pas non plus de deuxième créateur. Par contre, c'est vrai que tu as une deuxième option au scoring qui, en fait, est assez inarrêtable dans la raquette avec Duren. Et moi, le dernier souci, avant de vous donner la parole, c'est le coaching, quoi. Moi, j'ai été trauma en playoff par Bickerstaff. Le peu de matchs où il y avait un peu tout le monde au complet face à des bonnes équipes, je trouvais qu'il y avait des choix qui étaient pas ouf, quoi. Donc, j'ai du mal à être hyper optimiste. Moi, dans mon power ranking, je les ai 4e parce qu'ils n'ont pas non plus une grosse expérience en playoff. Mais je pense qu'il faut pas les sous-estimer. Ça veut pas dire que t'as pas de spacing, que tu seras pas bon. Ils ont quand même surdominé les Knicks à chaque fois, je crois, cette saison. Donc, j'y crois, mais j'ai du mal à être optimiste. Matt, comment tu les sens, toi, les Pistons? C'est pas une équipe sur laquelle je suis ultra optimiste, je dois dire. Enfin, disons que leur classement, je trouve, reflète pas leur force en play-off. Donc c'est pour ça que dans le power ranking, je les ai pas premiers, je les ai mis 3e. Mais pour moi, tu vois, c'est pas une équipe que je mets dans les contenders parce que je pense qu'il y a trop de défauts. Autant je pense que la défense, il y a rien à redire. C'est calibre même champion. Je pense qu'ils ont tout
comme a dit Paul, il y a pas de mismatch, leurs schémas en plus sont cool, même s'il y a effectivement moi aussi Duren, je suis pas ultra fan de sa défense, mais il y a tellement des profils longs que c'est les mêmes schémas que l'année dernière. En fait, c'est depuis janvier de l'année dernière que c'est une défense d'élite. En fait, quand Jaden Ivey s'est blessé, je pense pas que c'est lié, mais c'est peut-être un peu là où ils ont trouvé leur rythme de croisière là, en janvier de l'année dernière. Mais en fait, c'est une équipe qui ferme très tôt la raquette. Par exemple, sur un pick and roll, le low man va aller très, très tôt dans la peinture pour en fait, ils veulent pas encaisser de tirs au panier. Enfin, ils sont longs, ils provoquent des turnovers. Voilà, c'est vraiment une défense d'élite. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Si c'était juste la défense, pour moi, ils seraient contender. Mais c'est l'attaque, en fait. Moi, c'est l'attaque aussi qui me pose problème, tu vois? Je suis allé voir en attaque demi-terrain, ils sont 17e de NBA. Donc c'est bas et parce qu'en fait, c'est une équipe qui fait son «beurre» entre guillemets, sur le rebond offensif et sur la création de turnover qui leur permet de se créer beaucoup de transitions. C'est une équipe qui joue vite. Donc c'est bien, hein, ils essayent de trouver de jouer un peu sur les marges. On a vu que c'est des choses qui étaient de plus en plus importantes, même en play-off. Je pense qu'il faut pas avoir un biais de dire: «Ouais, les rebonds, offensifs, ça compte pas en play-off». J'ai souvent entendu ça, je pense que c'est un peu enfin, c'est pas juste de dire ça. Par contre, je pense que des équipes peuvent faire des game plans contre ça, tu vois? Si tu sais qu'une équipe est forte au rebond offensif, alors ça dépend aussi si tu as le matos ou pas. Je pense que s'ils rencontrent les Sixers, ils vont se faire plaisir au rebond offensif. Mais ouais, c'est plus le côté demi-terrain, le côté, Cade est pas implacable, je pense, tu vois? Encore, tu vois, j'ai en tête, la série contre les Knicks l'an dernier où je pense que, tu vois, la série était ultra serrée, mais je pense que, tu vois, dans des matchs serrés, bah, en fait, on voit la différence entre Jalen Brunson et Cade Cunningham. Bronson, ben, a ce côté un peu plus implacable où lui, bah, il va t'apporter du scoring, du playmaking, et cetera. Bah, Cade, bah, le problème, c'est qu'il va t'apporter le playmaking, mais si tu fais des switches, ce genre de choses, tu vois, les Knicks se sont mis pas mal à edge, voire à switch. Et le problème, c'est que des fois, ça marchait, mais tu vois, à répétition, bah, il y a des fois, il avait du mal et c'est un peu toujours le problème avec lui, c'est que c'est un joueur qui progresse, il y a du mieux, tu vois? Il porte l'attaque à quand même un bon niveau, il faut le dire. Son playmaking est très bon, le drive a progressé, mais c'est toujours un joueur qui a quand même du mal à finir au cercle et puis en isolation, pareil, ça a progressé, mais bah, ça fait pas partie des tout meilleurs, donc je pense que c'est ça aussi qui peut poser problème et puis le spacing, je veux dire, même si tu vois, Cade arrive à driver, tu as tellement de joueurs que tu peux abandonner qu'on l'a vu face aux Cavs, où c'était le cas où ils abandonnaient tout le côté faible pour venir aider. Boston, j'en parle même pas, où ils mettent, leur protecteur de cercle sur, par exemple, Ausar Thompson et en fait, tu peux vite contrer, je trouve, cette équipe de Détroit, en attaque. Alors, juste pour donner quelques éléments hein, sur la bataille des possessions, c'est effectivement une équipe qui est vraiment enfin, supérieure. Hein. Ils sont deuxième au pourcentage de rebonds offensifs, juste derrière Houston, qui est dans des sphères intouchables, on le sait, mais qui construit tout autour de ça. C'est l'équipe qui génère le plus de balles perdues de toute la ligue. Et c'est la deuxième équipe qui concède le moins de rebonds offensifs de toute la ligue. Donc, ils ont une approche de la bataille des possessions qui est très complète. Quoi. Ils sont pas simplement... je crois que c'est Houston qui génère pour le coup pas énormément de pertes de balles. Houston, ils sont très sur le rebond offensif de mémoire. En tout cas, eux, leur approche de la bataille des possessions elle est assez complète, ce qui peut se faire dire qu'ils devraient la gagner, cette bataille des possessions, un peu contre tout le monde, parce qu'ils sont forts là-dessus. Ils perdent juste pas mal de ballons, mais parce que leur manque de spacing fait que Cade doit beaucoup créer. Et c'est Cade, en fait, qui perd beaucoup de ballons, mais c'est de la perte de balles qui est causée par beaucoup de tentatives de création. C'est pas non plus de la perte de balles à sec, quoi. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est qu'ils ont un plafond offensif, un plancher pardon offensif intéressant. On le voit là dans les dernières semaines où Cade est blessé, où en fait l'attaque s'effondre pas tant que ça parce que pour le coup, ils ont quand même une motion qui fonctionne pas mal, qui est beaucoup à base de main à main drive, où ils enchaînent un peu, ils font beaucoup main à main drive. Il y a un shooter à l'opposé qui sort, on kick et on fait un pick and roll derrière si jamais le tir est pas open. En fait, ils les enchaînent un peu comme ça. On a vu d'ailleurs contre KC que ça avait plutôt bien marché et ces dernières semaines, ils ont continué à prendre des matchs notamment grâce à ça. Je trouve qu'on n'en a pas trop parlé, mais ils ont une profondeur qui est quand même vraiment cool. Je trouve leur profondeur intérieure, elle est exceptionnelle parce que même derrière Ouais. Duren, Tobias Harris, Thompson, tu peux même aller chercher effectivement des Stewart, des Paul Reed. Moi, j'aime bien Javonte Green. Je crois que vous n'aimez pas trop, même si c'est plutôt un ailier, mais je le trouve pas si mauvais que ça, fondamentalement. Moi, la limite que j'ai, vous verrez dans mon classement, moi, je suis parti du principe que Cade allait avoir du mal à revenir ou n'allait pas revenir parce que sinon, je les aurais eu deuxième ou premier. Pour le coup, je les ai quatrième. C'est que je trouve malgré tout que leur attaque
est très dépendante de Cade. En fait, là où vous dites que pour vous, un des problèmes, c'est que Cade est peut-être pas assez fort. Pour moi, le problème de leur attaque, c'est que derrière Cade, la génération d'attaque, elle est Il y a faiblarde, ça quoi. Même aussi, si ouais. j'ai dit même si j'ai dit ce que j'ai dit sur la motion, je suis un peu inquiet et on Mmh. va voir s'il est là ou s'il est pas là, mais s'il est pas là, j'ai vraiment beaucoup d'inquiétude pour leur création, offensive, pour le coup, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, je te rejoins. C'est Vas-y, l'équipe Paul. qui finit le plus, ses actions par des cuts. Donc ça prouve qu'il y a quand même du mouvement off-ball, mais j'ai l'impression que c'est plus lié à leur surathlétisme qu'autre chose, en fait. Et bon, sur aucune zone du terrain, en fait, ils sont top 15 en pourcentage au tir. Donc en fait, que ce soit au cercle, sur short mid, à mi-distance ou à 3 points, ils sont pas dans la première moitié de la ligue. Et en fait, je sais pas s'ils sont si bons que ça aussi en transition, parce qu'ils sont que 10e et 9e. C'est bien, mais tu vois, c'est pas élite non plus, quoi. Donc ouais, j'ai envie d'y croire parce que c'est vrai qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une grosse profondeur. Si jamais Stewart se blesse, tu vois, moi, limite, je vois à peine la différence avec Paul Reed, parce que je le trouve vraiment excellent, ce mec. Mais il y a un moment où quand tu es au complet, en fait, si les équipes en face sont au complet, bah, c'est cool d'avoir un 12e, 13e, 14e homme. C'est cool d'avoir Dennis Jenkins qui fait le taf balle en main. Mais bon, vu qu'il a pas vraiment de shoot et que si tu la balle, tu vas pas lui la donner avec Dennis Jenkins, quoi. Donc, en playoff, la surprofondeur, je sais pas si ça sert à quelque chose. Bah, ils sont très dépendants de Cade, hein, de toute façon, dans l'ensemble et notamment de sa création et de son passing. Matt, toi, tu nous dis qu'un des éléments qui t'inquiète, pas mal avec cette équipe, c'est leur spacing. On a beaucoup eu ce débat, nous, dans la conversation, qui était de se dire, ils ont une faiblesse, sur le spacing, hein. C'est évident, même s'ils ont des bons shooters, ils ont une faiblesse, sur le spacing. Enfin, ils ont des bons shooters de système, pardon. Ils ont une faiblesse, sur le spacing structurel, ne serait-ce que parce que Duren et Thompson jouent beaucoup de minutes ensemble. Moi, en plus, je suis pas convaincu par leur relation et que de toute façon, ça impacte ton spacing, assez fortement. Et la question, qu'on se pose souvent, c'est toutes les équipes ont des compromis. Est-ce que le compromis, sur le spacing, c'est le compromis que tu ne peux pas faire, quoi, tu vois? Je sais que Matt, toi, mais je pense que Paul, un peu pareil. Vous êtes tous les 2 quand même très à cheval sur la qualité du spacing. Eux, ils ont construit une défense. Leur défense, franchement, elle est extraordinaire, mais elle impacte énormément leur spacing. Est-ce que pour toi, Matt, le spacing, avoir un bon spacing, c'est indispensable en playoff? Ou est-ce que, bah, les choix qu'ils font peuvent survivre au fait de pas avoir un top spacing, quoi? Je pense par exemple aux Knicks qui font un choix totalement opposé, tu vois? Ouais, le problème, c'est que tu peux, avoir que des défauts, un peu de spacing, puis le spacing, c'est pareil, c'est pas juste le shoot à 3 points, c'est comment tu animes un peu tout ça. L'année dernière, il avait montré des bonnes choses quand même, Bickerstaff, il a pas mal de sets, off ball où il les reproduit un peu avec Robinson, cette année. C'est un peu d'ailleurs leurs 2 moyens de création, c'est soit Cade, soit les sorties d'écran de Robinson. Ce que je trouve un peu faible, tu vois, il y a le spacing, mais aussi la création, comme tu as dit, la création secondaire, la création globale, même si aussi Duren a peut-être fait un peu de progrès aussi là-dessus, mais je pense que c'est pas assez fort encore pour passer des tours de playoff. Enfin, tu vois, pour un niveau playoff, pour moi, c'est pas assez fort. Mais oui, le spacing, en fait, c'est comment tu l'animes. Mais le problème de Détroit, c'est que j'ai dit, c'est pas que le shoot, mais là, je trouve il y a trop de non-shooters, en fait. C'est un Mmh. peu ça qui est problématique. Quand encore, c'est ton protecteur de cercle qui est non-shooter, c'est pas trop un problème. Là, je trouve que, tu vois, il y a Thompson, Javonte Green, même Caris LeVert est pas forcément un joueur que tu vas beaucoup respecter. Donc des fois, il fait jouer Duren et Stewart ensemble aussi. Il y a aussi des choix de Bickerstaff où des fois, tu te retrouves avec 3 non-shooters en même temps sur le terrain. Bon, c'est beaucoup, tu vois, là, les équipes peuvent vraiment abandonner, surcharger la raquette et c'est là, en fait, je trouve du coup, il y a un vrai problème, quoi. Mais d'autant que Thompson, il a pas du tout, la créativité de son frère. C'est-à-dire, que enfin, non seulement c'est pas un bon shooter, mais je trouve que c'est un très mauvais attaquant de demi-terrain et quand tu, cumules ça au fait de jouer avec un pivot, moi j'aime bien Duren sur le passing sur short roll. Je trouve que c'est là où sa création elle est top, mais le problème c'est que ce passing sur short roll, il dépend de la présence de Cade encore une fois. Bah, là tu es pas mal impacté, quoi. Toi, Paul, est-ce que tu penses que ce compromis du tir peut être outrepassé par toutes les qualités qu'ils ont Détroit? Ou est-ce que pour toi aussi c'est un peu la limite, ah là c'est tout c'est on peut pas dépasser ça en play-off? Bah, ouais, ça dépendra de la match-up, quoi, parce que si tu as la match-up athlétique et physique, ça peut vite être exponentiel en playoff. On a vu des équipes, je sais Ouais, je pas, suis la d'accord. la série Lakers-Wolves de l'année dernière,
bon, bah, tu te fais défoncer parce que tu pas la match-up physique et athlétique. Même si tu as des qualités, bah, tu te fais défoncer. Donc peut-être que les Pistons, ils vont défoncer des équipes parce que, l'équipe en face pourra rien faire, quoi. Heu et ensuite, je pense qu'il y a aussi la question du coaching. C'est-à-dire que Bickerstaff, moi, je me souviens même des sans même parler des cas, je me souviens des playoffs l'année dernière contre les Knicks où il y a plein de choix, tu sais, il fait des challenges alors que c'est pas du tout le moment, il perd les challenges à chaque fois, donc il y a des moments où, tu vois, ça joue aussi sur des petits détails, donc là, le coaching, on verra si Bickerstaff alors ouais, il a progressé, ça c'est sûr, mais on verra s'il assume enfin en playoff, donc je pense que ça dépendra des match-up. J'ai l'impression que les Celtics et les Cavs, pour eux, c'est pas top, parce qu'il y a quand même beaucoup de shot making dans ces équipes, avec un peu de la superstar, des mecs qui ont, du drive et tout et qui protègent quand même bien le cercle. Les Knicks, j'ai limite envie d'être optimiste que l'année dernière, ils prennent pas l'eau. Tu vois, il y a 4-2, mais c'est une bonne petite série, quoi. Et vu que ça protège pas si bien le cercle, qu'il y a des mismatchs quand même en défense, et que même l'attaque, par moment, tu vois, elle est un peu stéréotypée autour de Brunson. Je trouve que Hauser, quand il défend sur Brunson, bon, Brunson, il va faire ses stats, tu vois, mais il se démerde quand même pas mal. J'ai l'impression que s'il y a une match-up favorable, ce serait les Knicks, mais je suis pas hyper optimiste pour eux face aux Cavs ou aux Celtics, ouais, même si les Cavs, il y a beaucoup de blessés et ils peuvent passer évidemment. Pour rappel, hein, l'année dernière, contre les Knicks, ils perdent 4-2. Ils ont une défaite de 2 points, une défaite d'1 point, une défaite de 3 points, hein. Sachant qu'ils étaient très tôt dans leur projet. Ils sortaient pour le coup de mémoire. Non, ils étaient 6e ou ils sortaient du play-in, je sais plus. Enfin, en tout cas, ils étaient bien moins expérimentés que cette année. Et pour le coup, on avait vu leur capacité athlétique être un vrai argument, quoi. C'est vraiment une équipe surathlétique et qui peut vivre avec ça. Bon voilà, moi une fois de plus, pour le coup, je les avais assez haut si jamais Cade est présent. Je pense que je les ai deuxième si Cade est présent, mais je les ai pour le coup, je vais partir du principe que Cade sera pas là ou sera en difficulté et du coup je les ai quatrième, ce qui dans le fond m'arrange bien parce que ça me permet de pas faire une take dangereuse et du coup ça m'arrange plutôt. Donc on se retrouve avec notre top 4 pour l'instant qui se dévoile petit à petit. Paul a donc mis quatrième Détroit, Matt a donc mis quatrième Philly et troisième Détroit, donc on est encore en attente du cinquième de Matt et je suis donc avec Détroit quatrième. Je vous propose qu'on passe à la deuxième équipe, si ça vous convient. Ouais. On part Ouais. sur la deuxième équipe. Eh ben, peut-être qu'on peut se dire que Matt, peut-être tu peux nous présenter la deuxième équipe vu qu'on allait parler des Knicks. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur nos chers Knicks? Ouais, bah, New York, c'est finalement, je trouve que, tu vois, avec Détroit, on en parlait de leur match-up en playoff, je pense que c'est des équipes qui ont pas trop changé au final, hein. Il y a pas eu de chamboulement d'effectifs par rapport à l'année dernière. Le seul truc qui a changé, c'est le coach. Du coup, maintenant, j'ai perdu son nom en plus. Mike Brown, Le coach, voilà. c'est Mike Brown. Mike Brown. Mike Brown, voilà, j'allais dire Mike D'Antoni au début, j'ai dit n'importe quoi. Si Non, seulement, c'est si Mike seulement Brown. Jérém serait tellement heureux. Mais ouais, bah, c'est dans ce sens-là, du coup, je pense que c'est une équipe qui a pas trop changé. Il y a juste un peu quelques principes de jeu, il y a un peu plus de cuts, il y a un peu plus de jeu qui passe par Karl Anthony Towns, il y a un peu plus de Jalen Brunson off ball, ce genre de choses. Il y a des joueurs qui posent des flare screens, Michael Bridges, tu vois, qui fait pas mal de cuts. Enfin, il y a une assez bonne animation offensive, je trouve. Eux, pour le coup, ça va être complètement l'inverse de Détroit, en fait. L'attaque peut être vraiment, je pense, bonne, voire très bonne, même si je trouve qu'elle a quand même des limites dans le sens où, bon, Brunson, je pense, moi, je l'avais top 10 NBA l'année dernière, parce que voilà, bon, c'est un joueur qui est pas loin quand même d'être implacable. Il y a juste un peu la limite de taille, moi, des fois, qui me faisait ne pas le mettre aussi haut que certains autres joueurs. Mais le truc, en fait, c'est un peu comme Détroit aussi là-dessus, je trouve, c'est un peu qui est ton créateur? C'est le défaut que j'avais aussi l'année dernière, d'ailleurs, je me souviens, c'est qui est ton créateur un peu secondaire là-dedans? Tu vois, c'est censé être Kat, mais Kat, j'ai toujours trouvé que c'était pas trop sa qualité, quoi. Kat, je le préfère moi off-ball à la rigueur, tu vois, comme il l'utilise la Mike Brown un peu à faire du passing un peu post-haut, même si c'est pas non plus toujours là. Il y a quelques quand même de flash intéressants, des décisions intéressantes, mais il y a des fois du decision making chez Kat qui est quand même pas mal problématique, avec souvent ses fautes offensives, choses qu'on voit. Donc c'est un peu ça mon problème chez eux. C'est l'attaque peut être vraiment très bonne parce qu'il y a un bon spacing, mais par contre,
ton deuxième créateur, je trouve qu'il y a un écart en fait entre Bronson et le deuxième créateur. Puis tu as toujours ce dilemme de Josh Hart, hein, Mmh. où en fait, ouais, tu as un five out théorique, mais si Josh Hart il est là, on l'a vu l'année dernière Détroit, bah, en fait, il te neutralisait ton spacing et ça a même failli, Détroit a failli passer comme ça en mettant Duren sur Josh Hart, bah, ça a posé, énormément de problèmes tout au long de la série à New York, hein. Il a fallu quand même je me rappelle Cam Payne qui prend feu au match 1, enfin, il y a eu un peu des séquences comme ça pour que New York finalement finisse par passer. Bon, la défense, je la garde pour après, pour pas faire un tunnel, mais c'est clairement par contre le défaut principal Ton que je vois point chez eux. problème, ouais. Effectivement, j'ai juste pas donné les stats pour démarrer. Ils sont 4e à l'offensive rating, 9e au defensive rating. C'est la 4e équipe, 4e meilleure équipe contre le top 10. Et au classement général, ils sont 3e à l'Est, ce qui les donne 6e au général. Paul, t'en penses quoi, toi, des Knicks? Équipe solide, mais rien d'exceptionnel, quoi, pour résumer. Je pense qu'ils sont très solides sur la bataille des possessions. C'est quand même un truc Mmh. important, tu vois? C'est une équipe qui a de l'expérience. C'est une équipe qui est très safe aussi mentalement, quand ils sont au complet. Parce que ça se bat bien, tu vois? Les Bridges, Anunoby, Hart, c'est des mecs, tu sais ce que tu vas avoir. Ce sera jamais exceptionnel, mais tu sais quel impact tu vas avoir. Hem, Mon problème, c'est que, ouais, en fait, je sais pas trop dans quoi ils excellent, quoi. Est-ce qu'ils ont un si bon shot making? Ils ont pas vraiment une profondeur, même si je pense que la profondeur, elle est meilleure que l'année dernière, tu vois? Ils ont développé Diawara, là, ils ont pris Alvarado et tout et je pense pas qu'ils ont un shot making de ouf. Je pense pas qu'ils ont des stars qui sont injouables. Kat, il est un peu en difficulté. Brunson, il fait pas non plus la saison du siècle. On sait qu'il a sa limite de taille et tout. Ensuite, c'est vrai qu'ils sont top 10 défense, sauf qu'au fait, quand tu regardes dans le détail, ils défendent mal en transition et ils sont mis dans défense demi-terrain. Donc c'est surtout, ils défendent bien parce que voilà, ils gèrent bien la bataille des possessions. En transition, en attaque, je crois qu'ils sont mid aussi sur la transition offensive. Donc, c'est une équipe qui est très solide. Ça fait un moment qu'ils enchaînent les régulières à 50 wins. Alors, si jamais tu as une équipe qui déjoue, c'est sûr qu'eux, ils vont en profiter comme l'année dernière avec les Celtics. Mais tu vois, l'année dernière, je trouve que c'est plus les Celtics qui ont déjoué que les Knicks qui ont été vraiment exceptionnels. Et, mais après, voilà, il y a des gros défauts comme par exemple la défense JB et Kat, mais il n'y a pas toutes les équipes qui peuvent les cibler. L'année dernière, les Pistons, ils ont galéré quand même à cibler et à vraiment être efficaces sur ce ciblage. Hem, donc c'est pareil, ça dépendra de la match-up, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'équipe, pour le coup, parmi toutes les équipes qu'on va citer, où le niveau est safe, mais le plancher est pas si haut, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et donc tu sais ce que tu as, mais tu sais ce que tu auras pas, quoi. Moi, je trouve que sur cette équipe, le princi la le on parle de la défense après, hein, j'ai bien compris, on l'aborde après. Moi, je trouve que leur principale difficulté bon, déjà, je trouve que c'est quand même une vraie bonne équipe, je crois que moi, je les ai 2e de mémoire, faut que je regarde, sur mon power ranking, donc c'est moi qui les ai le plus haut de mémoire. Je trouve que ce qui me pose souci, c'est que je trouve qu'ils ont pas su sortir de la dépendance offensive à Jalen Brunson, en fait. Et notamment, moi, il y a un truc qui me déçoit un peu, c'est je trouve que l'année dernière, quand Brunson était blessé, je trouvais finalement que le jeu d'isolation qui était donné à Anunoby marchait plutôt pas mal et moi, j'aimais plutôt bien, ce qu'ils faisaient en attaque. Je pense pas que c'est une équipe qui peut aller générer de l'attaque, en dehors de Brunson par de la création pour les autres, mais je crois que c'est une équipe qui peut être assez performante sur, des joueurs qui peuvent créer pour eux-mêmes, que ça soit Kat ou Anunoby. Et je trouve que c'est insuffisamment, exploité et ça, c'est vrai que pour moi, c'est assez dommageable. Je m'étais juste noté, 2 stats pour vous les donner. Dans les 5 qui sont à plus de 200 minutes de temps de jeu, donc ça va avoir de l'importance en play-off quand même parce qu'on joue beaucoup avec son 5 majeur. Il y a 18-5 dans la ligue qui ont joué plus de 200 minutes. Celui d'Enix, c'est Towns, Anunoby, Hart, Bridges et Brunson. Ils sont 15e sur 18 au net rating. Donc c'est une équipe qui est assez basse, alors que tout a été construit pour que ce 5 soit optimum. En fait, ce 5 marche pas tant que ça. Et c'est notamment lié à l'attaque, parce que la défense marche plutôt bien avec ce 5, mais l'attaque est 16e sur 18 à l'offensive rating parmi ces 5 qui ont joué plus de 200 minutes. Le principal élément, moi, qui me rassure sur leur attaque, c'est que je trouve quand même, mais Paul l'a un peu dit avant en comparant à Cade, que Bronson est quand même un des go-to guys les plus performants et les plus réguliers en playoff, notamment dans les fins de match. On sait que les playoffs, ça peut aussi pas mal se jouer sur la succession des money time et Brunson est tellement fiable dans les money time. Ça fait quand même 2-3 ans que c'est le cas et encore, on pourrait même ajouter sa période à Dallas où c'était le cas. Que c'est ça, moi, qui me rassure énormément avec cette équipe des Knicks, quoi. Sur la partie défensive, je la lance et puis je vous laisse compléter. Moi, je trouve que la défense est plutôt mis en place. J'ai l'impression que les équipes,
elles se perdent un peu dans une surfocalisation sur Towns parfois. Il y a une espèce de surconcentration du pick and roll et au bout d'un moment, les équipes, vous savez, quand on a tendance à multiplier un set un peu à l'infini, bah, en tout cas à multiplier une cible, au bout d'un moment, on commence à perdre un peu en efficacité parce que la défense, elle voit toujours le même joueur ciblé, donc elle arrive un peu à ajuster. Bon, il se trouve qu'ils ont quand même des joueurs exceptionnels sur les stunts, donc ça les aide en plus. Je trouve que la défense, finalement, est pas si mal que ça. Mais Matt, toi, tu semblais dire que la défense, t'allais pas du tout. Le problème, c'est que je trouve, contre des grosses équipes, mais c'est les équipes qui vont rencontrer en play-off, je trouve que c'est quand même toujours un problème. J'ai toujours, dès que je joue un match contre une bonne équipe, c'est toujours le même refrain, en fait. C'est on peut cibler, Towns, on peut cibler Bronson et c'est ce que les équipes font. Toi, le match contre Charlotte, c'était que ça, hein. Ouais, bien sûr. C'était, tu vois, les Hornets qui font beaucoup de pick and roll entre petits, bah, là, pour une fois, ils ont fait des pick and roll, grands, enfin petits, et poste 5 quoi, un 5. Parce que, bah, tu peux cibler à la fois Bronson et à la fois Kat. Ils ont multiplié ça. Ils faisaient, un écran de Knuckle pour cibler Bronson, puis un écran de Moussa Diabaté ou de Kalkbrenner. Ils ont fait que ça. Puis en plus, les Hornets qui ont énormément de mouvements autour de ça, bah, les Knicks, ça les perturbe beaucoup. Toi, les Sixers, c'était pareil. Je me souviens d'un match où il y avait tout le monde. Ben, c'était pareil. On peut cibler Cat off ball, on peut cibler Bronson off ball. Les Celtics ont fait pareil de placer Bronson en low man. Enfin, en plus, tu peux les cibler off ball, on ball. Enfin, il y a vraiment plein de manières de les cibler. Et oui, ils ont Anunoby qui colmate, on va dire, quelques brèches, mais je trouve il y a quand même, il y a des défauts, trop inhérents, en fait, à cette équipe et c'est aussi le problème de Towns, en fait, en seul intérieur. Mike Brown avait tenté de l'associer au début avec Robinson. Bon, ça a duré un tout petit peu en début de saison. Est-ce qu'il garde cette carte pour les playoffs? On ne sait pas, hein, des fois c'est possible. Kat, ils le font beaucoup défendre en drop ou en edge, mais je trouve qu'il est pas bon dans ses couvertures. Après, C'est une la question, c'est catastrophe, la défense de 4. est-ce qu'ils vont switcher? Parce que c'est pareil, c'est peut-être un truc qu'ils gardent pour les playoffs, parce que je m'en rappelle quand même, la défense en switch avait gêné les Celtics. Boston. Ah bah ouais, à fond. Donc peut-être qu'ils gardent cette carte-là. D'ailleurs, moi je trouve que c'est peut-être la couverture qui convient peut-être le mieux à Karl Anthony Towns. Parce qu'au moins, ok, tu switches, mais au moins je trouve qu'il est tellement mauvais sur drop où il a pas du tout la technique et en edge, il a pas non plus la mobilité. Au moins, bah, tu le fais switcher, tu fais déclencher des stunts à côté. Et c'est peut-être le truc où ils pourront un peu s'en sortir. Mais sinon, ouais. En fait, les playoffs, c'est tellement un jeu de mismatch que eux, je trouve qu'ils en ont trop. Et à la fois poste 1, à la fois poste 5, et comme j'ai dit, à la fois on et off ball, que c'est là en fait que je trouve que ça peut être ultra compliqué, quoi. Mais d'autant que Boston, en plus, n'avait ni gros joueur de pick and roll pour amener la balle à l'intérieur, ni intérieur qui se rapproche du cercle. Donc c'était d'autant plus évident de faire du switch contre eux et leur jeu de C'est ça, stunt ouais. avait très très bien marché. Ouais. Paul, toi, leur défense, tu la sens comment? Ouais, je suis un peu moins pessimiste parce que, bon, déjà, en fait, contre le top 10 des meilleures équipes, cette saison, ils sont top 8 défense. Donc, ils marchent plus. Enfin, c'est une équipe qui marche bien, tu vois, face au top 10 des meilleures équipes. Et même si en 2026, ça marche un peu moins bien contre le top 10 des meilleures équipes, en fait, c'est surtout en attaque que ça marche moins bien. Donc, c'est quand même une équipe qui arrive à bien défendre. Parce que je trouve que justement, la plupart des équipes, en fait, n'arrivent pas trop à cibler JB et Kat, et il y en a que très peu qui le font, en fait, constamment sur 48 minutes, tu vois. Genre, à part les Cavs dernièrement où ça m'avait vraiment marqué, je trouve qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui arrivent. Tu vois, le match, c'est quand même la seule équipe qui a battu les Spurs depuis début février ou début mars, je crois, avec Wemby. Parce que justement, je trouve que ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'ils sont très intelligents sur les lectures un peu off-ball. Et t'as Michael qui, sur ce match-là, il finit avec 5 interceptions parce qu'en fait, il anticipe tous les sets un peu off-ball des Spurs. Donc, c'est une équipe qui défend quand même intelligemment, notamment avec ses ailiers, tu vois, qui sont quand même très sous-cotés là-dessus, les Hart, Anunoby, Bridges. Et ensuite, ouais, 4, c'est sûr, c'est pas ouf, mais c'est quand même un énorme rebondeur. Et je trouve que, tu vois, ça compte un peu. C'est-à-dire que t'as que très peu de secondes chances, en fait, face à eux. Que ce soit 4 ou Mitch Rob, en fait, sur le poste 5, t'as tout le temps un mec qui prend énormément de rebonds. Donc, ça, là-dessus, c'est cool. Mais c'est sûr que il y a un niveau plancher qui est intéressant, mais dès que tu arrives à cibler JB et Kat, ton niveau il baisse drastiquement parce qu'ils peuvent pas, quoi. Ils peuvent pas, et t'as pas non plus Prime Kawhi et Prime Pippen à côté, quoi. Donc c'est sûr.
Il y a un autre élément qui, moi, m'interrogeait que je voulais vous demander, c'est est-ce que, parce que effectivement, quand on regarde les stats, en fait, on voit que le problème, il est plutôt sur l'attaque que sur la défense. Alors, on verra si ça se confirme en playoff. Qu'est-ce que vous pensez, vous, là, de ce five out des Knicks qui est intéressant, parce que Towns est peut-être le meilleur intérieur shooter de la ligue. Alors, tu l'as dit, matin, il y a le problème avec Josh Hart qui fait que c'est pas optimal, même s'ils ont quand même pas mal de séquences avec Jawara, et là, pour le coup, on se rapproche d'un très très bon five out. Moi, j'ai du mal un peu avec ces five out dans des équipes qui ont pas de drive ou très peu de drive. C'est la 20e équipe au volume de drive de la ligue, donc c'est assez bas. Est-ce que vous pensez, pareil, là, on est toujours un peu sur le spacing, que le five out, c'est un peu, mais ça, c'est une remarque un peu plus générale, est-ce que vous pensez que c'est un peu un cheat code pour les playoffs ou est-ce que c'est un peu surcoté? Bah, en fait, le problème, c'est comment tu l'animes, hein. C'est toujours Oui. pareil. Si c'est on a un peu la théorie du five out, où en fait, bah, tu as 5 joueurs qui shootent, mais si tes 5 joueurs qui shootent, ils sont statiques, tu peux contrer ça en réalité assez facilement. Tu vois, Boston, je trouve, il a toujours été excellent leur five out parce que, bah, Mazzulla, il sait l'animer, en fait. Tu vois, même avec Keita, c'est pas un five out, mais tu as l'impression que c'en est un parce que, bah, il bouge, il porte la balle pour faire des zoom action. Bah, tu vois, il le fait souvent jouer poste haut, enfin, il arrive toujours à animer. Tu vas avoir un corner vide, tu vas avoir un cut côté faible, enfin, tu vas avoir un peu ce genre d'animation. Je trouve que c'est toujours ça, en fait, qui est important dans les five out. Moi, je pense peut-être la déception que j'ai avec Bronson et Kat, je trouve qu'il y a pas tellement de jeu à 2 Non. entre les Mmh. 2. Pas tellement, tu vois, de pick and roll 1-5 où tu fais du pick and pop. Je trouve qu'on n'en voit pas énormément et en plus, paradoxalement, l'année dernière, c'était une équipe qui drivait beaucoup. Je crois qu'ils étaient très, très bons dans la fréquence au cercle l'an dernier. Cette année, c'est vrai que ça a chuté, cette fréquence au cercle. Moi, j'ai toujours ce problème, je l'ai déjà dit en intro, de Josh Hart, je sais pas quel temps de jeu il aura avec on sait qu'avec, l'ancien coach, c'était, bah, il le faisait jouer 40 minutes donc voilà. Mike Brown, j'ai l'impression qu'il lui fait moins «confiance» entre guillemets, dans le sens où je pense que lui, il aimerait, j'ai l'impression que lui, il voudrait un peu ce five out, parfait. Sauf que peut-être Diawara, ouais, c'est peut-être la meilleure option. Bon, tu vois, ça reste un jeune joueur, il a montré des trucs intéressants, mais il y a quand même quelques lacunes des fois, même si le joueur peut être cool, hein. Mais est-ce que tu as une vraie option? Tu vois, c'est toujours un peu ce problème. Est-ce que tu as une vraie option hors Josh Hart pour jouer 30 minutes en playoff, et t'apporter un bon spacing? Je sais qu'il y avait McBride aussi qu'ils avaient pas mal utilisé, mais c'est pareil, McBride, c'est pas un joueur non plus, tu vois, ça te fait jouer avec un joueur qui est petit, même si la défense c'est pas si mal, mais limite il peut se faire cibler, tu vois? Lui aussi, il Leur leur rencontre, leur une version équipe full attack grande, est d'ailleurs plus souvent avec Mike Bright qu'avec Carton. c'est ça, ouais. Ouais, Mais je trouve que tu ouais. as toujours un peu ce compromis en fait entre l'attaque et la défense, en fait. Paul, toi, t'en penses quoi là de est-ce que tu trouves que le five out, c'est une vraie grosse arme en playoff ou à l'inverse, est-ce qu'on peut peut-être un peu se perdre dedans? Je sais pas. Ouais, je reviens un peu sur ce qu'a dit Matt, hein. C'est comment tu l'animes et c'est la qualité aussi de ton five out parce que, tu vois les Celtics quand ils jouent avec Kita en fait, sur les delay action là où il fait son taf en hub offensif, lui il shoot pas mais en fait à côté tu as 4 gros shooters, qui t'apportent un spacing et un vrai spacing parce qu'ils peuvent tirer de loin, tu vois? Pritchard il peut tirer de limite 2 mètres derrière la ligne de 3 points et pour les Knicks, j'ai pas l'impression quand même que alors ils ont une attaque qui est plutôt bien animée mais j'ai pas l'impression que le five out ce soit une force de ouf. Parce que Bridges, Anunoby, Hart, ouais, là, ça met dedans à 3 points, mais tu vois, sur un gros volume, c'est pas des top shooters, quoi, tu vois? C'est pas des top shooters off ball, même Kat, cette année, il met un peu moins dedans à 3 points. Donc, ils sont en théorie en five out. Après, là, dernièrement, on les a vus moins sans McBride sur les dernières semaines. Et je pense qu'à côté de Bronson, lui, il t'apporte un meilleur spacing que Josh Hart. Il y a Shamet aussi, tu vois, dans ta profondeur d'effectif, qui est quand même un vrai bon shooter. Bon, c'est un peu le seul truc qu'il fait de bien, mais au moins, il fait ça bien. Mais, ouais, j'ai pas l'impression qu'ils ont un super five out et le problème aussi, c'est comment est-ce que tu en profites de ton five out? Parce que je trouve que c'est une équipe qui est limitée athlétiquement et même si, en fait, il y a un Ouais, match où pareil. ça va bien shooter, en fait, Brunson, il peut pas vraiment aller au cercle parce que c'est un mec qui sera à mi-distance, tu vois? Donc il peut pas aller au cercle, ce qui fait un 90. Kat, il est aussi limité athlétiquement, même tes ailiers, en fait, Bridges, Anunoby, il est pas si vertical, Bridges non plus. Donc, même s'ils arrivent à profiter un peu des largeurs du terrain, en fait, au cercle, ça se matérialise pas trop, je trouve. Ouais, ouais, non, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'ils ont un five out avec peu de cut, peu de drive, peu de shooter en mouvement.
Et au final, ils ont une grosse force dans ce five out, hein. C'est quand même Karl Anthony Towns qui est juste un shooter incroyable. Enfin, c'est un peu indécent, hein, le shooter que c'est, et donc ça aide énormément. Effectivement, hein, je suis d'accord, Matt, sur le pick and roll. En plus, ils ont pas trop de jeu tous les deux. Bronson, c'est un très très bon joueur de pick and roll quand il a un peu une poubelle, quoi, qui vient lui faire tous les gros écrans et prendre tous les rebonds. C'est pas un passeur de pick and roll. Et donc ça se sent un peu. Messieurs, je vous propose qu'on regarde un peu le bilan. Et là, c'est la petite surprise, puisque Matt, tu nous avais mis les Knicks 5e. Donc tu as quand même les Knicks derrière les Sixers, toi, hein. Moi, je les avais Ouais. 2e pour le coup. Derrière les Sixers, je trouve ça hyper loin quand même derrière les Sixers. C'est une équipe où j'ai du mal, même l'année dernière, j'avais du mal à y croire parce que je trouve il y a trop de défauts dans un settings de play-off. Comme j'ai dit, la défense pour moi m'effraie pas mal. On l'a vu qu'en finale de conférence l'année dernière, mais parce que je pense qu'aussi Boston c'est un peu des fois tirer une balle dans le pied. Il y a eu aussi quand même, faut le dire, de la malchance à 3 points sur les 2 premiers matchs, même si tout était pas parfait côté Boston. Puis il y a eu aussi la blessure de Tatum, hein, faut pas oublier. Donc ouais, il y a eu quand même plusieurs facteurs, mais après, tu vois, on a vu une équipe comme Indiana, bon, en fait, ils ont exploité à fond ce côté ciblage de Kat et Brunson. Mais tu vois, ça arrivera pas, je pense, au vu des classements. Mais s'ils rencontrent au premier tour une équipe comme Charlotte, je pense que ça pourrait être une série serrée, tu vois, parce que Charlotte a les ingrédients vraiment pour les embêter offensivement, quoi. Ah, effectivement, il y a peu de chances que ça arrive. Ils devraient plutôt partir sur du Miami, Toronto. Ils devraient plutôt tourner autour de ça. Ou les Sixers. Ça peut être les Sixers, d'ailleurs. Ouais, Ce et premier je, et tour, les je Sixers. pense Et je pense pas que ce soit une bonne match-up pour eux, hein. Alors il y aura le côté rebond offensif par contre où ils peuvent appuyer, bataille des possessions, mais on a vu en attaque demi-terrain, ça peut se faire cibler de toutes parts en fait, hein. C'est un peu là-dessus qu'avait joué Nick Nurse sur pas mal des rencontres où les Sixers étaient au complet et on a vu que ça marchait beaucoup quoi, parce que comme j'ai dit, tu peux les cibler on et off ball et en fait dès que tu as les joueurs un peu pour le faire, tout de suite ça pose des problèmes. Ouais, et puis le jeu à 2, Maxi Embiid, ça cible quand même, un minimum, C'est ça ça, ouais. impliquera Towns en permanence, donc c'est vrai que Ouais. c'est un peu compliqué. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, hein, mais en fait, j'ai repris les photos Twitter, hein, de chacun. Donc le superbe Jokic Westbrook que vous voyez, c'est bien évidemment le compte de Paul, hein, sans aucune surprise. C'est La photo est pour magnifique, je trouve. ça, la photo, elle est improbable. C'est Matt que vous avez sur la 2e ligne et c'est votre humble serviteur pour la 3e ligne. Et bah, je vous propose qu'on passe à la 3e équipe, puisque pour la 3e équipe, on va voir s'ils sont, top 1 du power ranking ou 2e. On voulait, vous parler des Cleveland Cavaliers et bien évidemment, pour parler des Cavs, on va s'appuyer sur notre cher Paul. Paul, on n'a pas fait d'épisode cette saison sur les Cavs. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap un peu de la dynamique des Cavs et puis de cette saison? Les Cavs, ça a très mal commencé, hein, cette saison. Beaucoup trop de blessures. Une équipe qui sait plus jouer, en fait, quand il y a pas un deuxième, enfin, quand il y a pas un vrai créateur, en fait. Et vu qu'il y avait pas Garland et que Jérôme est parti, puisque, même s'il a fait des playoffs atroces, il était quand même important sur la régulière. Donc tu as une équipe qui galérait en début de saison. Il y avait pas Merrill, c'est quand même un joueur important aussi. Dean Wade, il fait un match sur 2, on le sait depuis, 3-4 ans maintenant. Hem, Allen aussi, il avait loupé des matchs. Donc bref, c'est une équipe qui, au complet, marche bien, mais en fait, vu que sur le début de saison, ils ont pas du tout été au complet, ça a pas du tout marché. Et donc c'était très décevant parce que l'année dernière, tu fais quand même une énorme saison, un énorme début de saison l'année dernière, où tu gagnes à la fin 64 matchs. Et donc, on a un peu cru quand même dans la fanbase que c'était fini parce que, les playoffs, ils étaient, très décevants. Mais à partir de 2026, ils se sont quand même repris. On a vu des retours de, Mobley qui avait un peu loupé des matchs, Allen, Merrill surtout qui est important et Garland qui revient, puis le trade de James Harden et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, en termes de net rating. Je crois qu'ils sont, top 2 attaque sur les 3 derniers mois. La défense, elle est pas dingue, mais elle est quand même solide, elle doit être top 10 aussi. Hem Tu une équipe aussi, je crois que c'est la meilleure équipe dans le clutch en 2026 ou depuis le 28 décembre pardon. J'avais regardé, ce matin.
Tu à plus 31 de net rating, donc tu es vraiment ultra efficace dans le clutch. Mais donc voilà, donc la dynamique, elle est plutôt bonne, même s'il y a toujours des matchs que tu loupes contre des petites équipes le dimanche après-midi, parce qu'il faut pas trop en demander à James Harden le dimanche à midi, parce que tu sais ce qu'il a fait le samedi soir. Mais tu vois, l'arrivée de James Harden, bah en fait, il a pas le même rôle que Garland, parce que c'est un joueur qui est quand même beaucoup plus sur ISO. Et finalement, tu te rends compte que tu peux faire des choses que tu faisais pas avec Garland, notamment, tu vois, s'il y a une attaque en switch, en fait, lui, bah, il va profiter du switch. Alors, il est moins actif off-ball que Garland, mais tu fais toujours, en fait, ton pick and roll, donc il correspond bien à l'identité un peu des Cavs, avec pick and roll, avec que ce soit Mobley, que ce soit Jarrett Allen. Et vu que c'est un top passeur, on a tendance à l'oublier quand même avec Harden, bah, ça marche très bien. Donc, tu as une équipe qui fonctionne bien. Mitchell avait fait un gros début de saison pour garder les Cavs hors de l'eau. Mais là, c'est un peu moins bien dernièrement. Mais pour moi, voilà, la grande force des Cavs, c'est ton attaque. Le fait que tu as deux gros créateurs, peut-être deux superstars, avec deux gros roller cutters avec Mobley et Allen, et un super quand même spacing quand tout le monde est au complet. Struss, Merrill, Tyson qui shootent super bien cette saison. Donc tout ce pactole-là fait que bah, quand tout le monde est au complet, ça marche très bien. Ton attaque, elle fonctionne de ouf. Par contre, t'as pas d'ailier et t'es quand même un peu soft au rebond. Donc s'il te manque soit Allen, soit Mobley, en fait, tu te fais quand même défoncer sur les minutes où ils sont pas là. Et quand t'as une équipe très athlétique en face, tu te fais bouffer sur la transition, tu te fais quand même un peu bouffer au cercle ou sur de l'ISO parce que t'as des défenseurs qui font moins de 2 mètres pour la plupart, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est compliqué avec les Cavs. Moi, évidemment, vu que je suis fan, bah, je vais être optimiste, même si je le suis moins que l'année dernière. Mais j'ai l'impression, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout avec les Cavs. Il y a soit les gens qui aiment beaucoup le jeu des Cavs par rapport à l'attaque et qui vont être optimistes, et il y en a qui vont dire bon bah ils sont soft en défense, il n'y a pas assez d'ailier, donc j'y crois pas quoi. Juste pour donner 2-3 stats, depuis le début de saison, ils sont 6e à l'offensive rating, mais depuis l'arrivée d'Harden, ils sont 2e. Ils sont 13e au defensive rating et depuis l'arrivée d'Harden, ils sont 15e. Mais effectivement, ils sont 8e contre le top 10 depuis que Harden est arrivé au defensive rating. Sur l'ensemble de la saison, ils sont 7e au net rating contre le top 10. C'est la 4e équipe à l'Est, 7e au général. Matt, toi, t'en penses quoi de ces Cavs? Moi, j'aime beaucoup cette équipe, c'est vrai que je fais partie un peu des personnes qui croient, en cette équipe. Je trouve qu'en attaque, ils ont tous les ingrédients, en fait, que ce soit en termes de création, tu as 2 créateurs de top niveau. Tu as Harden, en plus, qui va t'apporter un truc que tu avais pas, c'est l'isolation. C'est vrai que j'adore Darius Garland, hein, vous le savez, mais c'est vrai que je pense qu'il avait un défaut, c'est quand tu te mets à switcher, ben, il a du mal à punir ça, et Mitchell, c'est pareil, les 2 avaient ce défaut-là, en fait, donc ça pouvait vite poser problème. Là, du coup, ce qui est cool, c'est que maintenant, tu as apporté un joueur qui va pouvoir être un peu meilleur là-dessus, même si, alors j'aime beaucoup James Harden, hein, mais je pense qu'il est plus dans son prime et c'est plus la répétition, tu vois, de devoir attaquer encore et encore, de l'isolation en play-off. Je suis pas sûr non plus qu'il ait encore le jus, tu vois, pour le faire. Mmh. Autant, bah, période Houston, c'était voilà, c'était son prime. Moi, j'ai vu, tu vois, quand il était encore aux Sixers, je pense qu'il a à peu près le même niveau, hein. Bah, on voyait certains matchs, c'était top et d'autres, c'était moins là parce que je pense il est plus dans son prime, il a plus le jus qu'il avait avant. Donc c'est peut-être ça un peu la limite que j'ai, sur lui et du coup, bah, l'attaque parce que forcément si Harden est un peu moins bien, ça peut un peu pêcher au niveau de l'attaque, même si Mitchell fait une top saison, hein. Ah vraiment, on n'en a pas parlé, mais je crois il est à 105 de true shooting plus. Monstrueux, En ouais. plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas de surchauffe. Tu vois, il a plus de 30 d'usage, il y a pas de surchauffe à 3 points. C'est vraiment, en termes de drive, il fait vraiment une super saison. Donc c'est cool de voir ça. Ah et ce que je disais, ouais, les autres trucs cool, bah, c'est les spacing. Vraiment, je trouve qu'ils ont un top spacing, puis les connecteurs, en fait, hein, que ce soit même Merrill qui apporte du connecting, du shooting, Jalen Tyson, ils ont récupéré Max Strus, enfin, Dean Wade, enfin, je trouve qu'il y a plein de profils, en plus, il y a vraiment une grosse profondeur d'effectifs. Le truc qui manque, je suis d'accord avec Paul, ça a toujours été, c'est un ailier un peu qui va t'apporter de la défense, de la polyvalence défensive, c'est un peu le truc qui manque. Après, ce qui me fait quand même être optimiste sur la défense, bon, tu Mobley et Allen, tu vois? Je pense que c'est pas mal quand même comme pierre angulaire de ta défense, tu vois? Les 2 ça marche bien ensemble quand même quand tu parce que tu en as toujours un au moins sur le terrain, donc au moins ça t'apporte un plancher défensif.
toi, tu donnais les chiffres de defensive rating depuis qu'Harden était là, sauf que Jarrett Allen a quand même beaucoup pas joué. Donc je pense que Ouais. ça joue aussi. Je pense que par contre, ça va être important que les deux jouent en playoff. Parce que comme j'ai dit, ça t'apporte quand même un plancher défensif, le fait que tu en aies au moins un sur le terrain. Mais ouais, je trouve pas qu'il y ait énormément de défauts. Tu vois, on parlait de beaucoup de défauts dans les équipes d'avant. Tu vois, là, c'est la première équipe déjà où je me dis, j'ai confiance en l'attaque et j'ai quand même confiance en la défense. Donc c'est une équipe que, tu vois, c'est la première équipe que déjà je cocherai la case contender que je l'aurais pas fait sur les autres. Moi, je suis le seul à pas l'avoir dans le top 2 parce que je les ai 3e mais je les ai hauts. Enfin, de toute façon, je trouve que le moment, il y a un gros écart entre le top 4 et le reste, à l'est, pour le coup et alors sauf que moi, j'ai pas les Sixers dans ce top 4 pour le coup, mais les Cavs, effectivement, ça peut cliquer. J'ai juste pas mal d'interrogations parce qu'effectivement, je trouve qu'ils ont réussi à construire une attaque, fonctionnelle assez rapidement. J'ai un peu peur que leur problème de blessures répétées leur empêche de trouver de la continuité sur la partie défensive, quand même. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, tout de suite, réussir à faire, cliquer leur défense et effectivement, comme tu l'as dit, Allen a beaucoup été en retrait et du coup, j'ai pas la réponse pour l'instant. Sur une équipe qui peut quand même beaucoup se faire cibler sur les lignes extérieures, notamment s'il y a des ailiers, que ça commence à switcher un peu, ils peuvent quand même beaucoup se faire attaquer. Je ne sais pas si la doublette Allen-Mobley, elle va suffire en fait à compenser cette faiblesse défensive sur les lignes extérieures, qui est pour le coup, assez importante. Et j'ai une autre question, c'est que c'est une équipe qui drive très peu. Ils sont 19e au drive depuis le début de saison, 16e, post-All-Star Game. Je sais pas si une équipe qui vit beaucoup sur le shot making peut être fiable sans qu'elle ait une top défense, en fait. Et comme je ne sais pas s'ils vont avoir une top défense à cause de toutes les absences qu'ils ont eues, bah, je suis un peu hésitant. En plus, c'est quand même un roster qui est construit autour d'énormément de compromis, hein. Il y a très, très peu de two-way players, hein, dans cette équipe. Donc je trouve que quand tu as beaucoup de two-way players, normalement, pour le coaching staff, ça clique assez vite. Tu mets assez vite les choses en place parce qu'en fait, quand tu as des two-way players, ta flexibilité, elle est tellement importante que tu fais un peu ce que tu veux. Comme eux, ils ont très peu de two-way players, je me demande un peu ce que ça va donner avec peu d'automatisme. Bon, après, je les ai quand même 3e et à partir du moment où Harden était rentré, je les avais mis dans dans mon top tier de la conférence Est. Je sais pas comment vous le sentez là un peu, Paul, je sais pas comment tu sens là un peu ces limites moi que j'ai autour de la défense. J'attends un peu de voir quoi, tu vois? Bah, en fait, je pense que la défense, elle sera jamais excellente et que c'est un peu pareil que les Knicks, mais dans un autre, enfin dans une autre forme. C'est-à-dire que, bah, ça dépendra de la match-up en face, quoi. Si tu as une équipe qui te défonce au rebond, ça va être compliqué. Et si tu as une équipe qui te fait balader un peu partout en défense, comme c'était le cas avec les Pacers l'année dernière, et donc tu sais plus trop quoi suivre parce que tu peux pas vraiment switch. Même si là, tu pourras peut-être un peu plus avec Harden vu qu'il y a pas Garland. Mais en fait, je sais pas si enfin, sur Switch, ce sera jamais excellent, tu vois? Ouais. Donc, il y a un peu ce côté, bah, en fait, on est un peu obligé d'accepter nos compromis et donc du coup, c'est une équipe qui survivra par l'attaque et donc par le shot making, comme tu l'as dit et c'est vrai que survivre par le shot making, c'est quand même pas un truc si safe que ça, tu vois? Genre, Surtout quand tu pas une top def, hein. ouais, mais donc c'est une équipe qui est très dépendante d'un peu tous les joueurs aussi, donc c'est un peu le problème. C'est-à-dire comme on l'a dit, voilà, tu ni Mobley ni Allen, ça va être compliqué. Heu, bon moi j'aime bien Dean Wade, mais le problème c'est qu'il est tellement pas safe physiquement que, en fait, quand il est pas là, en fait, tu plus d'ailier, quoi. Et c'est vrai que quand il est là, il est pas non plus si safe que ça à 3 points. Donc, il y a le facteur mental aussi parce que le shot making, il était pas là, tu vois, en playoff. Maintenant, tu as quand même pas mal de profondeur, en fait, du coup, sur les postes 1 à 3. Parce que t'as pas de vrai poste 3-4. Par contre, tu as plein de joueurs qui peuvent exister sur ces postes-là. Donc finalement, même si Struss il est blessé, derrière, tu as encore Merrill et Tyson. Donc là-dessus, j'ai l'impression que le shot making, il est peut-être plus safe en cas de blessure cette saison que les dernières saisons. On n'a pas parlé de l'arrivée de Theo Lennis, tu vois, mais même s'il est limité en termes de taille, c'est quand même un top apport pour les aides, les stunts, un peu de rim protection, il fait un peu de tout, il peut mettre dedans à 3 points, tu vois. Donc ça, là-dessus, c'est cool. Mais ça dépend, enfin, c'est une équipe qui dépend de son impact offensif et quand il est là, tu sais qu'ils resteront dans le match, et ils seront clutch et ils vont être chiants à sortir. Mais s'ils commencent à douter en attaque, ça compensera jamais par une défense élite, quoi.
Et ce que tu vois quand même sur les dernières années, c'est que les équipes qui arrivent, loin en play-off en ayant un gros shot making, tu vois? Je pense à Boston, quand ils sont champions, je pense à OKC l'année dernière, je pense aux Mavs, il y a 2 ans quand ils vont en finale. Elles ont un point commun quand même toutes ces équipes, c'est qu'elles ont des défenses, élite de chez élite quoi, au moment, où elles entament les playoffs. Toi Matt, c'est pas un truc qui t'inquiète pour le coup? Parce que tu disais que tu as presque l'air d'être le plus optimiste de nous 3 d'ailleurs. Ça Bah, t'inquiète pas plus que ça? non, mais je vous rejoins sur le côté cible, même si déjà le fait de plus avoir Garland quand même au moins t'as une cible en moins quoi, qui était quand même la plus évidente je trouve. Bon là c'est en fait c'est pas des joueurs enfin Merrill peut vraiment se faire cibler, mais au pire tu vois, tu peux le sortir du terrain, tu as plein d'autres options, tu as Tyson, tu as Max Strus aussi qui est revenu, donc je veux dire là-dessus tu as quand même des options, mais c'est vrai que c'est des joueurs malgré tout qui peuvent se faire cibler par la taille, tu vois? Max Strus, c'est pas foncièrement un mauvais défenseur, mais le truc c'est qu'il peut se faire cibler par sa taille. Keon Ellis, c'est un peu pareil. Il peut se faire cibler aussi parce que finalement il est petit, tu vois? Il y avait un match, bah, contre Orlando où il s'était un peu fait cibler sur post-up ou parce que, bah, tu vois, tu rencontres des joueurs plus grands comme ça, ou tu pourrais rencontrer Boston qui pourrait le faire par exemple. Voilà, ça peut te poser un peu des problèmes, là-dessus. Après le truc c'est que, pour moi, ils sont quand même pas au niveau des Knicks parce que, tu as quand même une paire d'intérieurs de qualité, tu vois? Je veux dire, c'est des bons protecteurs de cercle quand même, Allen et Mobley. En plus, c'est des joueurs quand même qui peuvent switcher, hein. Jarrett Allen, c'est pas un pivot que de drop, hein, il est très, très bon aussi en switch, donc tu as quand même cette polyvalence-là. Je pense pas que tu es une top 10, enfin, tu pas une top 5 défense, tu es plus effectivement, bah, leur classement, tu vois, 10-12. Je pense qu'ils sont à leur place, tu vois? C'est peut-être à peu près leur place. Donc oui, c'est sûr que ce sera peut-être un petit défaut parce qu'il te manque aussi de la polyvalence un peu, à l'aile, mais en soi, je trouve pas que c'est rédhibitoire non plus, quoi. Ouais, tu vois, je me dis dans les différentes match-ups, j'ai presque l'impression que c'est l'équipe la plus safe, pour le premier tour du top 4. Mais après, le match-up Boston me paraît compliqué, Boston qui cible tellement bien les match-ups. Le match-up, Détroit, on a parlé avec le rebond offensif, la bataille des possessions et la dimension athlétique paraît compliquée, les Knicks, il faut gérer le truc enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je Je trouve vous que c'est propose l'inverse. ouais, Moi, je trouve que c'est OK, l'inverse. je Je trouve que t'écoute. c'est une équipe qui peut sortir justement contre les Raptors et les Hawks parce qu'il y a trop d'ailiers et en fait, tu pas à suivre le rythme sur la transition et cetera. Par contre, je pense que tu es quand même un peu favori contre les Knicks parce que justement, tu peux cibler Bronson et Kat et que tu peux protéger bien le cercle et que, finalement Bronson, c'est pas une équation si dure que Ouais. ça et contre Détroit, moi je trouve que historiquement, en fait, sur les deux dernières années, tu jamais vraiment galéré contre Détroit, même s'ils sont athlétiques, je trouve que ça s'est pas vraiment matérialisé sur le terrain parce que justement tu protèges bien le cercle et hem et ouais, Cade, il galère quand même pas mal, tu vois, pour aller au cercle, donc si tu lui mets Mobley et Allen sur 48 minutes, en À fait, il va dissuader, avoir du ouais. mal. Donc justement, je trouve que sur les Knicks et les Pistons, enfin, je sais pas si tu favori, mais tu pas peur. Après, ouais, les Celtics, on va en reparler, c'est différent, mais il y a je trouve qu'il y a un côté safe contre les Knicks et les Pistons, mais pas safe au premier tour, justement. Et puis un dernier élément, c'est que les Cavs, historiquement, ont un roster qui est très blessé. Bon ça, on le compte pas trop dans notre power ranking, mais ça sera effectivement un point important. Et on va voir déjà quand Jarrett Allen, revient. Je vous propose qu'on se regarde un peu et donc là, on a encore des petites différences. Puisque pour le coup, si je ne dis pas, de bêtises, mais il y a pas de raison que j'en dise, voilà. Vous avez tous les 2 les Cavs 2e. Moi, je les ai 3e, je les ai derrière les Knicks. Une fois de plus, c'est un power ranking, je les trouve assez proches, hein, tous. Enfin, c'est tellement compliqué de faire les power rankings. Je les trouve assez proches, mais je les ai un cran en dessous et donc, on va passer à notre dernière équipe. Et pour le coup, là, messieurs, je crois que c'est. Attendez, je regarde, mais je crois que c'est la seule équipe pour laquelle on est unanime. Et oui, c'est le cas. C'est la seule équipe pour laquelle on est unanime, puisqu'on va parler des Boston Celtics, qu'on a tous les 3 mis en premier de notre power ranking, une équipe qui était, censée, avoir une petite saison, puisque Jason Tatum était blessé, mais qui finalement fait une très belle année. Ils sont, juste pour rappel, je reprends mes petites fiches, ils sont, 2e, de la conférence Est, 4e au général. C'est le 2e offensive rating et le 5e defensive rating. C'est la seule équipe qui est top 5 d'ailleurs dans les 2, dans les équipes, dont on
on a parlé. Par contre, c'est la moins bonne équipe des 4 contre les équipes du top 10, puisqu'ils sont 12e en 8-14. Pour le coup, ils ont été très très forts cette saison pour prendre tous les matchs qu'ils devaient prendre. C'est un peu moins vrai, pour le coup contre les équipes du top 10, mais on a vu dernièrement, au gré d'une victoire contre Charlotte, au gré d'une victoire contre OKC par exemple, que le retour de Tatum a un peu changé la dynamique de cette équipe. Vous savez ce que je vous propose, messieurs? Comme je suis le seul à pas l'avoir fait, si vous voulez, je peux faire un peu le point initial sur Boston, et puis après Ouais, vas-y. je vous laisse la Vas-y, ouais. parole. Alors, moi, juste ce que je me suis noté, qu'on n'aurait pas dit, dans le podcast sur Boston, parce qu'on a fait un podcast sur Boston il y a très peu de temps quand même, donc n'hésitez pas à aller le voir Mmh. si vous voulez plus d'informations. Moi, je trouve que leur spacing a jamais été aussi bon, sincèrement. C'est toujours une équipe qui a brillé par son spacing. Paul l'a très bien dit tout à l'heure, c'est une des rares équipes qui est capable de mettre 2 shooters à 45 qui shootent 2 mètres derrière la ligne, ce qui leur donne un espacement du terrain qui est monumental. Et finalement, le fait de ne plus jouer en 5-out, mais de jouer plutôt des delay action et d'avoir Keita qui apporte de la présence au cercle, en fait, leur occupation de l'espace, elle est encore plus optimisée. Et je trouve vraiment moi, je trouve vraiment qu'on a un spacing extraordinaire. Et cette équipe qui a toujours été très très dépendante du tir extérieur et qui l'était beaucoup cette saison, je trouve finalement que cette année, ils ont un équilibre qui est plutôt pas mal parce que Jaylen Brown est un joueur qui joue un peu plus dans le mi-distance, un peu plus proche du cercle. Il a beaucoup de ballons et donc ça permet d'éviter d'être trop dépendant du tir extérieur. Mais surtout, je trouve que depuis que Tatum est revenu, à la fois, enfin c'est surtout en fait le passing de Tatum. Je trouve que le passing de Tatum ajoute beaucoup de présence au cercle en fait et beaucoup de possibilités offensives qu'ils avaient pas. Et c'est vraiment cool. Je trouve que la relation entre Tatum et Keita, elle est vraiment top. Et globalement, il leur manquait un peu depuis le début de saison ce passeur de système qui est capable de donner les passes sur les cuts, qui est capable de faire des différences par le playmaking. Et moi, enfin on en reparlera peut-être après, mais moi je suis très étonné par le passing de Tatum depuis son retour. Je suis pas confiant sur tout, mais le passing, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Et la grande force de cette équipe, bon, ils sont certainement moins forts en défense que par le passé, mais la grande force de cette équipe, c'est cette capacité à cibler le mismatch. C'est vraiment les rois du mismatch hunting. Et on sait qu'en playoff, c'est important. Avant de passer un peu au point faible, parce que moi j'en ai 2 gros, je vais vous laisser un peu vous exprimer sur cette équipe de Boston. Matt, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe de Boston que tu as donc toi aussi mis premier? Bah, on a pas mal parlé, ouais, déjà dans le focus, hein, qu'on avait fait tous les 2 d'ailleurs. Bah, je trouve qu'ils ont bon, je vais pas me répéter, hein, par rapport à ce qu'on avait dit, mais bah, comme tu as dit, il y a toujours ce 5 out, même si comme j'ai dit, théoriquement tu as Keita, mais je trouve que limite les sets utilisés, la manière dont ils le gèrent, j'ai limite l'impression que c'est mieux parfois. Alors c'est Ouais, peut-être un pareil. biais, j'en sais rien, mais vraiment je trouve que l'animation offensive est vraiment de top niveau. Je trouve que Mazzulla, même si c'est pas le meilleur coach de NBA à l'heure actuelle, il y a peut-être Will Hardy quand même, ça se joue peut-être entre les 2. Will Hardy a pas encore un top effectif, mais vraiment je trouve que la saison de Mazzulla en termes de coaching est vraiment excellente, que ce soit en termes de cibler tel match-up, en termes de même en défense, utiliser le roamer, comme bon ça c'est un truc qu'on connaît depuis pas mal de temps, mais même cibler des joueurs off-ball, utiliser certains sets, mais surtout comment mettre tes joueurs dans les meilleures, positions pour attaquer tel ou tel, mismatch, que ce soit on ou off-ball. Vraiment, je trouve qu'il fait un travail, un super travail. En fait, il leur manquait un top joueur à cet effectif, c'est ce qu'on avait dit. Ça dépendra du retour de Tatum et comment il reviendra. Et en fait, bah, je trouve qu'il revient plutôt bien et en plus, il leur apporte des trucs vraiment qui leur manquaient, quoi. Brown peut avoir un peu ses limites, même si sa saison reste bonne, hein. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que le classement contre les tops équipes est peut-être pas très bon parce que je pense qu'on voyait les limites de cet effectif contre, des équipes de top niveau. Mais je trouve que depuis que Tatum quand même est revenu, bah, il t'apporte un peu plus de scoring on et off ball. Il y a aussi ce truc en défense où, il prend le pivot adverse, tu sais? Mmh. Ce qui est toujours, cool parce que, bah, tu peux switcher le pick and roll, enfin tactiquement ça apporte plein de trucs. Ça, ils l'ont fait contre OKC, enfin ils l'ont fait contre, pas mal d'équipes. Ils l'ont même mis en poste 5, tu vois? Genre lui en «pivot» entre guillemets, où c'était Contre lui OKC, je finalement crois le qu'ils l'ont un peu fait aussi, ouais. Mmh. ouais, ouais, c'est un peu une nouveauté, je crois qu'ils l'avaient jamais fait auparavant. J'avais jamais vu Tatum vraiment en seul poste 5, donc je trouve qu'ils ont une profondeur aussi d'effectifs, en défense,
où en fait, Mazzulla, je trouve, il a plein de cartes. Tu vois, autant il peut s'ajuster aussi. Tu vois, il y a des ajustements que tu peux dire, il y a certains coachs qui sont bons en ajustement, mais les ajustements, faut pouvoir les faire. Tu vois, faut avoir l'effectif pour le faire. Lui, je trouve qu'il l'a en fait. Il a l'effectif pour tester plein de trucs, pour s'adapter, tout ça. Donc c'est ça qui est cool. Et ouais, comme tu as dit, moi déjà l'an dernier, je trouvais que Tatum avait fait d'énormes progrès au passing. Et depuis qu'il est revenu, je me demande si c'est pas encore mieux. Vraiment, je trouve qu'il est devenu vraiment très très bon là-dessus. Alors, on n'est pas au niveau des chapeaux 1 non plus, mais c'était quand même un défaut de son jeu, je trouve, avant. Et tu vois, bah, OKC a fait énormément de edge sur lui et je trouve qu'il arrivait à punir par le passing, chose que je pense qu'auparavant, ça aurait été un vrai défaut dans son jeu. Et les équipes faisaient souvent cette couverture de lui mettre la pression parce que bah, il était pas très bon sur son decision making et son passing. Et bah, il y a eu énormément de progrès ouais, fait là-dessus. Paul, je vois que ta tête s'est raidie depuis qu'on parle de Boston et particulièrement depuis qu'on parle de Jason Tatum. Qu'est-ce que t'en penses de cette équipe de Boston? Hem, En fait, c'est une équipe qui est très complète. Tu vois, j'avais regardé un peu les chiffres, ils sont top 5 en fréquence en attaque de off-screen, top 8 en fréquence de end-off, top 3 en fréquence de pick and roll ball handler. Donc ils sont capables d'un peu tout faire en attaque. Donc je vais pas redire ce que vous avez dit, mais ils sont très complets. Donc ils arrivent à avoir du spacing en étant en fait athlétiques et ça c'est quand même une vraie plus-value dans la NBA d'aujourd'hui. Ils sont aussi capables de faire de l'ISO, tu vois, avec Jalen Brown. Hem, donc puis la bataille des possessions, ils sont top 5 au rebond, que ce soit offensif ou défensif. Ils perdent que très peu de ballons. Bon, ils créent pas de turnover, du coup, ils sont pas bons en transition, mais c'est le seul petit défaut. Mais sinon, en fait, c'est complet partout. Donc, tu sais que les régulières, en fait, s'ils les enchaînent, ils sont solides à chaque fois. Maintenant, la projection en playoff, c'est une équipe qui finalement, à part en 23-24 où ils étaient injouables, je trouve que c'est quand même une équipe qui est un peu déjouée par moment. Ouais. Contre le Heat où ils prennent 3-0 d'un coup. OK, ils reviennent, il y a 3-3, mais en fait, ils prennent 4-3. Contre les Knicks l'année dernière où en fait, ils prennent 3-1 très rapidement parce que je crois qu'ils sont menés 2-0, ils font 2 matchs où ils mènent de 20 points, ils se font remonter. Hem, En 2022, non, en 2022, ils vont en finale, mais tu vois, ils galèrent quand même beaucoup à chaque fois. Mais c'était des équipes pas faciles à jouer. Donc c'est une équipe qui peut déjouer en attaque, même si cette année, ils ont vu que en fait, vu le départ de tous les joueurs et la blessure de Tatum, voilà, ça les a forcés à faire beaucoup plus de sets en attaque, à avoir un vrai fond de jeu parce que tu pouvais pas être sauvé par ton talent. Parce que finalement, les dernières années, tu étais un peu sauvé par ton talent par moment. Maintenant, bah, il y a pas mal de joueurs qui vont découvrir les playoffs, tu vois. Je pense à des mecs qui sont un peu dans la rotation, Gonzalez, même Kita, Jordan Wall, c'est des mecs qui connaissent pas les playoffs. Donc à voir, tu vois, si le shot making rentre aussi pour ces mecs-là. Derrick White, il fait une saison incroyable en défense, mais en attaque, bon, le scoring, il est quand même pas top cette année, hein. Il est passé de 105 de TS+ à 90. Pritchard, c'est cool, mais il est quand même limité par sa taille. Il peut être ciblé en défense aussi. Donc ils ont beaucoup d'armes, mais je sais pas s'ils sont si profonds que ça, en fait, dans un contexte de playoff. Et finalement, sur la régulière, il n'y a pas eu de grosse continuité avec cet effectif, parce que là, Vooch, il est blessé. Tatum, il a pas joué. Après, c'est un effectif qui a beaucoup de continuité sur les dernières années, donc je pense pas que ce soit problématique. Mais, heu, mais le challenge pour eux, en fait, ce sera de pas déjouer, en fait, de continuer à jouer, parce qu'il y a quand même 2 années sur les 3 dernières, tu déjoues, quoi, en playoff. Puis je pense même à un premier tour contre Atlanta, tu vois, où il y a 4-2, donc voilà. Ouais, ils ont de la continuité, mais ils ont aussi de la rupture, hein, parce qu'ils ont quand même perdu 2 joueurs de leurs 5 majeurs, pour le coup et Tatum a peu joué dans ce nouveau 5. Ouais, moi je suis assez impressionné par ce qu'ils font, mais je suis un peu, comme toi, Paul, j'ai quand même des choses qui me questionnent. La 1re chose qui me questionne, c'est que c'est une équipe, on le sait, qui fait beaucoup de mismatching. Même si je trouve que le retour de Tatum est super cool, notamment au passing, je le trouve quand même, et c'est normal, hein, et ce sera sûrement le cas pendant les playoffs encore, assez lent, voire vraiment lent. Et j'ai peur que tu te retrouves avec un joueur qui a beaucoup le ballon et qui peut pas aller au cercle et qui va beaucoup vivre sur son shot making. Et ça m'inquiète. D'autant que son shot making, c'est un peu mieux là depuis 1 ou 2 matchs, mais est quand même pas dingo. Et qu'en plus, de l'autre côté, l'autre joueur, c'est Jalen Brown, qui a un peu un jeu de tunnel, quoi. Et pour le coup, ils avaient la possibilité de sortir un peu de ça avant avec Porzingis, parce que Porzingis pouvait t'apporter sur du ciblage de match-up, du post-up très près du cercle, et ça t'apportait quelques points gratuits qui te donnaient toujours un petit peu d'air.
C'est une défense, qui est quand même moins dingue, je pense, qu'à l'époque où ils ont été champions et je sais pas si tu peux vivre autant sur le mismatch hunting sans avoir une top défense. Parce que le problème du mismatch hunting, plutôt que d'avoir un espèce de flow d'attaque, c'est que parfois, ton attaque, elle peut se gripper, quoi. C'est-à-dire, c'est pas Indiana, par exemple, qui jouait très vite et qui, du coup, génère, des points un peu facilement. Du coup, d'autant que historiquement, cette équipe, elle a quand même eu toujours du mal, vous l'avez dit, avec, les difficultés qu'elle a eues, à sécuriser les avances qu'elle avait, tout simplement parce qu'elle a très, très peu de rim pressure, hein. C'est la 30e équipe à la fréquence au cercle. Ils ont très peu de rim pressure, même si j'ai dit que je trouve ça mieux depuis que Tatum est revenu, notamment pour sa relation avec Keta. Je regardais, malgré ça, ils sont toujours 27e à la pression au cercle et je crois qu'ils sont top 15 à l'efficacité. Donc, il y a quand même, je trouve, c'est un peu comme pour les Cavs, même si ça se manifeste de façon différente. J'ai toujours un peu ce problème de, je vais faire beaucoup de mismatch hunting, je vais beaucoup vivre sur le shot making, et sur l'isolation, alors que ma défense est très bonne, mais c'est pas non plus une défense comme peut avoir OKC ou comme pouvait avoir Boston, quand ils ont été champions, quoi. Donc c'est un peu ma limite. Bon, je les ai quand même top 1, hein, mais c'est un peu ma limite. Je sais pas si vous en pensez quelque chose, mais Bah, après la défense, elle est top 5 quand même, je trouve ça va, hein, c'est pas je trouve ils ont une bonne défense quand même. Après en plus, il y a le retour de Tatum, je pense qu'il va encore plus t'apporter des trucs peut-être qui te manquaient. je les ai quand même Après c'est premiers, pas hein. les mêmes schémas. C'est pas les mêmes Ouais. schémas, comparé à l'année dernière, surtout ça qui a changé. C'est plus on va forcer des tirs qu'on veut, c'est-à-dire ils vont éviter d'encaisser des tirs au cercle et dans les corners à 3 points. Parce qu'ils avaient pas en fait ils ont perdu un peu cette rim protection, alors que l'année dernière, c'était plus ils concédaient plus de tirs au cercle, mais par contre, ils les protégeaient bien avec, Porzingis, et cetera. C'est plus les schémas, ouais, qui ont changé, puis la bataille des possessions où ils attaquaient pas trop le rebond offensif au final, l'année dernière. On en a parlé dans le focus, c'était un peu, la nouveauté. Ils ont des profils aussi différents, Shireman, Gonzalez, mais je pense que c'est des mecs qui peuvent directement t'apporter en playoff. On l'a vu, Shireman qui est moi, je trouve qu'il est assez impressionnant quand même la défense qu'il a eue sur Shai Gilgeous-Alexander, c'est un joueur qui est très discipliné en fait en défense, c'est un peu l'inverse de Walsh, je trouve, qui qui a peut-être plus de longueur, mais qui a un peu moins des fois, qui fait un peu trop de fautes, tu vois? Mais non, non, ils sont plein de profils comme ça en défensifs, donc moi la défense ça m'inquiète pas trop. Par contre oui, là où je vous rejoins et je pense que ça a toujours été le défaut de cette équipe, c'est, le drive et trop de pull-up à 3 points. Je trouve ça j'avais fait un thread, je me rappelle l'an dernier quand, ils perdaient 2-0 contre New York. Même si je l'ai dit, je pense qu'il y avait un petit peu de malchance, ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est quand même eux qui se sont tirés une balle dans le pied pour en arriver à des matchs serrés. Parce qu'en fait, il y avait une surutilisation du pull-up à 3 points, que sur les 2 premiers matchs parce que, bah, les Knicks se sont mis à switcher et c'est un peu le défaut, ouais, de Tatum et Brown. C'est des joueurs qui ont tendance à utiliser trop leur pull-up par rapport à leur drive, hein. C'est vrai que ça, c'est toujours un peu problématique. Tatum, c'est un peu ma limite. Tu sais, chez Dunk Hebdo, on avait souvent un top 4 établi. Tatum était derrière ces 4-là et souvent on avait ce débat, qu'est-ce qui manque à Tatum pour entrer, dans le débat un peu des 4 fantastiques entre guillemets? Bah, il lui manque un peu cette implacabilité, tu vois, au scoring et je trouve que c'est toujours quand même un peu un défaut dans son jeu. Même si, comme tu as dit, ce qui est cool, c'est qu'il a ajouté le passing. Il y a la relation avec Keita qui peut peut-être faire du bien, sur le pick and roll, qui peut t'apporter un peu de pression au cercle. Mais tu vois, même je regarde, lancers francs, ils sont 29e, hein, provocation de faute. Donc c'est vrai que, tir au cercle et lancer franc, c'est une équipe que tu peux un peu, faire peut-être un game plan et ils peuvent se tirer une balle dans le pied, en fait, si leurs 3 points rentrent pas. C'est un peu ça le truc avec eux, quoi. Ouais, ouais, et ce que je disais, c'est, leur défense, elle est très bonne. Je dis juste que quand ils étaient champions, leur défense, elle était bien plus que très bonne. C'était presque une défense un peu all-time. Je les ai quand même premiers, hein, dans mon power ranking, hein. C'est juste que, voilà, la défense, c'est Mmh. toujours très cool, mais elle est pas, c'est pas la défense d'OKC l'année dernière ou de Boston il y a 2 ans, quoi. Paul, est-ce que tu vois quelque chose, à rajouter sur, cette équipe de Boston? Ouais, par rapport à ce qu'a dit Matt, enfin, c'est vrai que cette année, ça se matérialise pas trop dans les chiffres. Mais oui, je pense que ils vont avoir quand même des mecs qui peuvent se faire cibler en défense, comme Pritchard, comme Vucevic cette année. C'était pas trop le cas finalement les dernières années. Et que, bah, il y a des mecs très jeunes qui ont pas beaucoup d'expérience et qui vont peut-être être moins disciplinés en défense par rapport aux Jrue Holiday qui avait 20 ans, enfin j'exagère un peu, mais tu vois, qui avait 15 ans dans la ligue, etc.
Et comme vous l'avez dit, si le shot making rentre pas, tu fais pas de transition, tu vas pas sur la ligne des lancers, tu drives pas. Maintenant, ils sont tellement impressionnants sur ce shot making que, tu peux que être optimiste, en fait, parce que tu vois, il y a, Sam Hauser, il y a Pritchard. Bon, White, il met pas trop ses 3 points, mais ils ont tellement d'armes, Baylor Scheierman. Hem, mais voilà, c'est comment enfin, moi, je suis curieux pour le coup de voir les playoffs de Mazzulla, parce que j'étais quand même un peu déçu l'année dernière contre les Knicks, avec son jeu, enfin, avec toujours le jeu stéréotypé des Celtics, quoi. Donc est-ce que lui va réussir, s'il y a moins de shot making, à, trouver d'autres solutions qui est de continuer à forcer, quoi? On a d'ailleurs vu, hein, dans le match contre Boston, même s'ils l'emportent, que, effectivement, ils ont peut-être plus de profil à compromis que par le passé dans leurs 5-6 meilleurs joueurs. On a vu Pritchard se faire over ciblé par Shai Gilgeous-Alexander. Et ça a été très, très, très compliqué, hein. Il s'est fait vraiment détruire par Shai qui finit le match. J'ai les stats là, 10 sur 12 au tir et 12 lancers francs. C'était très compliqué. Et effectivement, quand ils vont jouer par exemple les Cavs, ça va être un bon outil pour eux, quoi. Ils vont pouvoir vraiment cibler des joueurs comme ça, parce que la différence, c'est qu'avant, Pritchard, c'était un peu le 7e, 8e joueur, et maintenant, c'est plutôt le 4e, 5e. Et avant, ce qui était fort avec eux, c'est que dans leur top 5, ils n'avaient pas de joueurs ciblables, en fait. Maintenant, dans leurs 5 joueurs les plus importants, il y a des joueurs ciblables, et donc ça peut avoir un peu d'impact. Mais en tout cas, on les a quand même tous les 3 en premier. Je vais refaire un petit coup sur notre power ranking. Le voici, le voilà. Et donc, on est d'accord sur une chose, tous les 3, c'est donc que Boston va entamer les playoffs comme favori. Sachant que juste moi, j'ai quand même une petite limite, hein, comme j'ai dit. Si Cade est là, enfin, des 3, je les avais limite en 1. J'étais entre 1 et 2, donc alors que je pense que vous avez fait votre classement, si j'ai bien compris, comme si Cade était là. Moi, je l'ai plutôt fait comme si Cade n'était pas là. Et donc, sur le top 4, les Cavs ont la préférence quand même de tout le monde pour être, pour le coup, la 2e équipe. Pour la 3e équipe, ça a l'air d'être Détroit qui a plutôt la préférence. Et la 4e, ça a l'air d'être plutôt les Knicks, si on essaye de suivre un petit peu ce power ranking et d'en faire un petit mélange. Messieurs, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à dire? Non, c'est bon. On est tout bon? Non, non, on a fait le tour, hein. Eh ben, on attend de voir tout ça. Ça correspond à ce que vous pensez? Vous pensez que Boston va gagner l'Est? Par pitié, non. Moi, je pense que enfin, j'espère que c'est les Cavs. Ce serait horrible, hein. Franchement, avec Tatum, il devait faire une saison de Ouais, tanking. S'ils finissent en c'est gagnant bon, on en a l'Est, marre, quel quoi. enfer, quoi. Faut que ça change un peu, quoi. Bah, Matt, en c'est tout la cas, dernière c'est danse là qui pour les Sixers? j'ai dû quand même le problème, c'est que t'as quand même des tu vois, les Cavs ou Boston, pour moi, c'est pas un bon match-up, hein, pour Philly, hein. Et surtout que là, si ça reste comme ça et qu'ils gagnent leur match de play-in, ça rencontre Boston au premier tour. Donc, moi, je pense que ça va pas être une. Peut y avoir des matchs un peu serrés, mais Boston peut poser trop de problèmes, je pense. Donc, moi, j'y crois pas trop aux Sixers. Mais ouais, moi, je vois bien ouais, Cleveland ou Boston. Je trouve quand même qu'il y a un écart entre ces deux équipes et le reste, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais pas dire que je suis d'accord parce que Cleveland, je les ai en 3e. Pour moi, il y a un écart entre Boston et Détroit au complet, et le reste pour le coup. C'est peut-être que ce qui peut être cool, on peut être curieux d'avoir votre power ranking, vous, pour le coup, dans les commentaires. Ça peut être chouette de voir un petit peu qui vous avez à minima dans votre top 4 et de voir déjà si le format vous a intéressé. C'est la première fois qu'on le faisait. C'est un format d'ailleurs qu'on pourrait faire un peu plus régulièrement dans la saison. Peut-être l'année prochaine, on verra. Mais en tout cas, vous en avez l'habitude. Vous connaissez l'adage. Restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!